On est vraiment le Netflix des cours en ligne. Tout ce que tu veux apprendre tout au long de ta vie, en pro et en perso, tu le trouveras sur Skilleos. Et donc, en fait, c'est marrant. Moi, je pensais qu'une start-up, ça durait 2-3 ans, et soit ça marchait, et ça se revendait au bout de 3 ans, soit ça failait, et ça failait au bout de 3 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que tout était beaucoup plus long. Je voyais que c'était vraiment au bout de 5-6 ans que ça. Mais nous, notre why, c'est d'accompagner les gens, les apprenants, à atteindre leurs objectifs de vie via l'apprentissage. Donc nous, au final, oui, la vidéo est très puissante. Oui, la vidéo est le média riche en e-learning, et donc on ne peut pas s'en passer. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Cyril. Salut Fred. Comment ça va ? Super, et toi ? Ouais, ça va. Alors, on est à distance et je suis ravi qu'on se rencontre. On avait déjà fait une petite réunion ensemble tous les deux. Ça s'était super bien passé. On a eu un bon contact et je suis content qu'on réalise cet épisode. Alors, tu es le CEO de Skilleos. On est à distance, mais ça me permet de voir ton cadre de vie bureau. Je vois que tu es un grand fan de Tintin, moi aussi. Absolument. Et c'est vraiment super sympa. Ouais, il y a plein de gens qui me le disent d'ailleurs quand on est comme ça. Tout le monde remarque Tintin. Il me prend la vedette, quoi. En même temps, il est plus connu que moi déjà. Comment ne pas le remarquer ? Il y en a 4 autour de toi. Vous proposez des milliers de cours en ligne, en vidéo, qui sont bien faits parce que j'ai testé et je connais bien, et qui vont sur plein de sujets éclectiques comme la cuisine, la photo, l'informatique, le développement personnel, le code de la route. Tu me diras après les vidéos les plus anecdotiques que tu connais, enfin le jardinage, il y a plein de choses. On va détailler tout ça ensemble, mais avant tout, je voudrais qu'on parle de toi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi ? Bien sûr. Je m'appelle Cyril, j'ai 37 ans, j'ai fondé la boîte donc Skilleos il y a 8 ans en mode bootstrap et solo entrepreneur. Toujours eu très envie d'entreprendre, un peu avec une double chose, un peu de frustration dans l'entrepreneuriat, de pas avoir assez de feuilles blanches, de possibilités de s'exprimer, d'accélérer, et en même temps très envie d'entreprendre. Donc finalement cette frustration et cette envie étaient très alignées, et ça m'a amené de manière hyper naturelle vers la création d'entreprise. Et voilà, lancé en 2014. Si ça avait été en 94 et que j'étais un peu plus vieux, ça aurait pas forcément été une start-up, mais voilà, chacun a sa génération et ses modes. Tu es né où ? Je suis né à Paris et grandi à Boulogne quasiment toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans à peu près. Origine flamande, j'ai lu ça. Origine flamande, oui et non. En fait, mon grand-père, donc mon nom de famille, c'est Segers. Un jour, une fille chez Roupon qui était RH m'a dit, ça se prononce Segers. Je lui ai dit, oui, on va garder Segers, ce sera quand même plus facile. Et effectivement, mon grand-père était belge et je connais pas trop la généalogie de ce côté-là, mais pour avoir vu quelques musées avec des peintres flamands du 16e, 17e, je pense que c'était à l'époque Flandre, Hollande et compagnie, quoi. Mais très peu de liens avec cette partie, même si je trouve les Belges très sympathiques et souvent plus rieurs que les Français. Alors si on boucle, évidemment, moi j'ai un attachement particulier avec les Belges parce que forcément j'ai un attachement particulier avec Tintin et c'est vraiment, moi quand je vais là-bas c'est vraiment le pays de la BD. J'adore la BD, quoi. Mais bon, c'est des gens super et c'est vrai que c'est un peuple qui est gentil en plus. Je sais pas, même en vacances tout ça, ils sont cool. Je les trouve cool. Avec point commun peut-être avec les Canadiens aussi.
Ouais, je dirais que les bon, Belges, c'est presque un peu des Français qui se prennent pas trop la tête, qui sont moins exigeants et peut-être un peu plus heureux et simples dans leur manière de vivre. bon, on a le droit de le dire parce qu'on est français, nous, c'est vrai, mais quelque part, moi, je voyage beaucoup, hein, et on n'est pas ceux qui sont les plus. On est critique dans tous les sens du terme. Ouais, c'est vrai. Quel genre d'enfant et d'enfance? Waouh, je m'attendais pas trop à toutes ces questions dans le cadre dans un podcast entrepreneur, mais super. Quel genre d'enfant et d'enfance? Assez turbulent. On a souvent dit de moi hyperactif. Ensuite, je sais pas si c'est la bonne définition, mais assez turbulent, aimer tout le temps être avec des potes, bouger, faire du sport, découvrir, etc. Et en classe, on me taxait un peu plus de peut-être d'insolence ou d'impertinence, mais en fait c'est juste que j'aimais bien qu'on m'explique les choses, les comprendre, et j'ai jamais accepté, quand j'étais, on va dire, primaire, collège, lycée, l'autorité d'un prof simplement parce que c'est le prof. Je voulais qu'il me entre guillemets qu'il m'assomme de son savoir et du fait qu'il ait raison. Et un jour, là, un prof, il explique un truc, il me dit bah, c'est comme ça, sinon c'est les 2 heures. Je dis bah pas de problème pour les 2 heures de colle, mais expliquez-moi. Donc les gens pensent parfois que c'était un peu insolent quand j'étais petit, mais c'était juste que l'autorité pour moi n'est pas un gage de savoir, de sagesse ou de supériorité, quoi. On en a parlé un peu en off et on va reparler tout à l'heure sur le besoin de formation. Moi, je pensais que j'étais hyperactif parce que j'avais vraiment une invite de savoir, etc. Mais je me suis découvert que c'était peut-être hyper curieux en fait. Et est-ce que ça serait pas ça dont tu es? C'est une forme d'hyperactivité cérébrale, quoi. Peut-être, effectivement, le côté hyperactif, c'est pas tenir en place, même si c'est un peu mon cas et que j'ai la bougeotte, mais c'est vrai, toujours envie d'apprendre, que ce soit apprendre avec l'humain, apprendre avec un bouquin, apprendre peu importe. Mais en tout cas, moi, envie d'apprendre et peut-être en avant ou en sur, envie de comprendre. Quand on m'explique, quand on me parle d'un nouveau sujet, ça attise très vite ma curiosité et j'ai envie de comprendre ce nouveau sujet, savoir ce qui se passe à travers les hommes, à travers les bouquins, à travers les savoirs, dans la communication orale ou écrite, peu importe, mais cette grande envie de pas simplement rester entre guillemets dans un précaré et ne pas en sortir, ce qui est souvent un peu lié avec la curiosité des entrepreneurs. Et ce qui est assez marrant avec les entrepreneurs de nos jours, c'est qu'on peut sauter d'un business à l'autre, d'un secteur à l'autre, qui est totalement nouveau, et tenter d'un peu disrupter ce secteur. Le 1er janvier, on le connaît pas, et puis on lance la boîte en juin, et on commence à être vraiment pas mauvais du tout sur ce secteur. Ce qui est presque étonnant par rapport à la tradition française où tant que t'as pas terminé 5 ans d'études, t'es pas trop considéré sur un sujet et on considère que tu n'en connais pas le début. Petit, tu voulais faire quoi à l'époque quand on te disait qu'est-ce que tu veux faire plus grand? C'est marrant. T'inquiète pas, on va arriver sur l'entreprise, mais bien sûr. Mais bien sûr, on pose de temps en temps la question, et je pense que j'avais pas de rêve de métier étant gamin. Moi, j'ai joué au tennis. Il y en a qui autour de moi voulaient faire Roland Garros et être tennisman professionnel. J'ai peut-être toujours été un peu réaliste par rapport à ces choses-là. Juste quand j'étais au lycée, j'avais envie de faire du droit et d'être avocat. Et ensuite, ma mère gentiment m'a emmené dans des journées portes ouvertes, salons, etc. Et m'a montré sans trop me forcer que le droit était quand même très on apprend dans les bouquins, parfois un peu rébarbatif, que c'était pas les plaidoiries qu'on voyait à la télé ou dans les séries américaines, mais que c'était beaucoup de par cœur, voire chercher des vices de procédure longtemps. Donc c'était pas vraiment la même l'idée qu'on s'en faisait quand on regardait la télé étant petit. Les études, justement. Les études, bah justement, c'était envie de faire du droit. Étant à Paris, tu vois, t'es orienté vers Malakoff, vers Assas, vers la Sorbonne. Donc c'est quand même des choses, des environnements assez sympas et assez stimulants. Et donc finalement, j'ai fait du business. École de commerce, c'était très pas mal. Mon père est entrepreneur, a monté pas mal de boîtes différentes, donc c'est quelque chose qui est assez dans l'ADN. Souvent les gens disent les chiens font pas des chats. Pas du tout envie de faire une prépa. J'ai envie de rentrer dans le concret. Je me disais travailler pendant 2 ans, on sait pas là où ça va mener, etc. Et très envie aussi
d'international, de découverte, de culture, de langue. Et donc j'ai fait le BBA de l'ESSEC, qui était en 4 ans, que j'ai complété par un master après. Et c'était hyper enrichissant. À 17 ans et demi, je me suis retrouvé sur le campus de l'ESSEC à Cergy-Pontoise. Donc voilà, quand 3 mois avant, tu étais chez tes parents et que tu passais le bac, c'est quand même assez sympa. Et des études où j'ai passé 1 an aux US en échange, 6 mois à Madrid en stage, et ensuite un master pareil très international en Europe. Donc en tout cas, c'était des très belles années, pleines d'apprentissage un peu académique. Je trouve pas que les écoles de commerce soient la meilleure formation académique qui soit non plus. Beaucoup d'apprentissage de vie, d'apprentissage de langue, et finalement au sortir d'études comme ça, on se sent assez fort en se disant on a un bagage qui est inaliénable, qui nous quittera jamais, et quoi qu'il se passe, et je veux dire, on a vu quand même la deuxième moitié du XXe siècle avec beaucoup de migration, beaucoup de guerres, et entre guillemets, demain, on peut très bien, si on se retrouve au bout du monde, entre guillemets, avec sa bite et son couteau, tout ce bagage académique, ces expériences de la vie et ces langues font qu'on sait qu'on pourra toujours rebondir, et ça, c'est quand même très rassurant et tranquillisant par un certain côté. C'est ce que je me suis dit après quelques expériences à l'étranger, et en me disant dans certains pays, en fait, je suis très bien. Si ma vie devait redémarrer là, elle est plutôt douce et elle est très agréable. J'ai lu sur ton profil ESSEC, HEC et ESCP. Alors non, c'est plus des programmes entrepreneuriaux. En fait, j'ai fait donc le BBA de l'ESSEC, et au moment de commencer des aventures entrepreneuriales, en fait, ces différentes écoles de commerce se sont lancées peut-être plutôt que d'autres, plutôt que des facs ou que je ne sais qui, dans des programmes entrepreneuriaux. Et en fait, moi, vers 2000, ça faisait quoi, peut-être 2 ans que je bossais, j'avais envie de monter une boîte, je savais pas exactement quoi, online, offline, et c'était en 2010, et on débarquait en France les Startup Weekend, donc Fondation Kaufman aux US, et ça débarquait en France. Concept assez génial, même si on a déjà une boîte depuis 10 ans, je pense que c'est cool. C'est tu montes une boîte en 54 heures, t'as plein de gens hyper motivés. C'est un hackathon, une sorte d'hackathon? C'est un hackathon, mais pas tech. C'est-à-dire que, en gros, je me rappelle d'un à l'ESCP, il y avait, qui était juste le cadre d'hébergement, entre guillemets, il y avait 150 personnes, t'en avais une vingtaine qui ont pitché des idées, ensuite ils se sont mis dans une salle, chaque participant avait 3 post-it et allait voter pour les projets, ou les projets sur lesquels il aurait bien aimé travailler pendant le week-end. Il y avait 3 profils, il y avait biz, design et dev, et donc ces profils travaillent pendant 54 heures, donc tu pivotes pendant un samedi en apprenant des choses, tu fais ton proto autant biz, design que tech jusqu'à 3-4 heures du mat, et tu présentes le dimanche à 20 heures devant un jury composé du sponsor, d'entrepreneurs, etc. C'était Orange à l'époque qui était souvent sponsor de ça, et c'est hyper enrichissant, t'apprends plein de choses, tu vois les tendances et tout ça. Et donc après on s'était revus et on avait décidé de lancer la boîte ensemble qui s'appelait Filigo. C'était dans les biens virtuels sur les réseaux sociaux long tail. C'était totalement différent de ce que je fais là. Et on avait candidaté à l'incubateur HEC. Comme moi, c'était en parallèle d'Amazon. J'ai à peu près commencé à monter cette boîte quand je commençais à bosser chez Amazon. J'avais l'expérience Pixman et Amazon qui avait bien plu au jury. Donc, on avait été retenu. Et donc, cette expérience HEC sur mon LinkedIn, en fait, c'est HEC entrepreneur, et qui avait été hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai gradué en 2007-2008. Donc, période, on va dire, pré-internet, pré-startup, pré-crise. Et donc, c'était plutôt une éducation traditionnelle. Les boîtes, c'était BCG, Lehman, Danone, les lessiviers, etc. Donc, dans la manière de créer une boîte, c'était à l'opposé du MVP et du Lean. Je monte une boîte, je développe pendant 1 an dans mon garage, je le montre et je fail. Et donc, cette année à l'incubateur HEC a été une vraie année de changement de mindset, et de passer d'un mindset traditionnel créa à un mindset startup, lean, MVP, avec en plus ce côté utiliser les outils, etc., comme je savais pas faire avant. Et le SCP, c'est pareil, c'était au moment de vraiment lancer Skileos. C'était un petit programme qui s'appelait Paris Factory pendant 4 mois. Voilà, un peu de network, d'évangélisation, de challenger le projet, de cours,
de théorie et de pratique en même temps. Et donc c'est assez sympa d'être confronté et d'être en même temps dans une dynamique avec d'autres entrepreneurs qui pareil se lancent. Tu vois, quand là je te parle de 2012, 13, 14 sur ces projets-là, c'est assez neuf. Donc on est assez seul. C'était également le moment de la création des premiers startup studios / incubateurs type The Family, etc., etc. Donc on était dans une mouvance entrepreneuriale un peu plus récente, un peu plus naissante en France en tout cas. Ton premier job? Mon premier job, moi j'avais envie de bosser à l'export. Export, voyager, un peu les biens qu'on trouve finalement dans les travel retail, dans les duty free, dans les aéroports. Donc ça peut être dans les vins spiritueux, dans les cigares, dans les cosmétiques, etc. Donc j'ai fait un stage de fin d'études dans les cigares cubains et ensuite mon premier taf c'était dans les parfums et cosmétiques, export travel retail sur la zone Europe. Finalement ça s'est pas enchaîné là-dessus, j'ai atterri dans le web et c'est là que j'ai découvert le web. Et en même temps envie de monter une boîte depuis un moment. Et donc finalement les deux s'alignaient bien parce que c'est vrai que tu peux monter un projet avec quelques milliers d'euros dans le web, alors qu'en offline il faut facilement un crédit 300 000 euros. C'est pas du tout les mêmes choses, la même scalabilité. C'est hyper tu me différent. parles de Filigo qui est en 2011. Mais juste avant, tu as bossé chez Pixmania, Amazon et Groupon, non? Exactement. C'est ce que je te disais. J'ai mon tout premier taf, c'était à l'export. Et ensuite, enchaîné dans le web. Et j'ai bossé chez Pixmania et Amazon sur les marketplaces. À partir donc de 2009, sujet marketplace qui commençait à être assez trendy. Maintenant, on est dans les SaaS, mais à l'époque, c'était vraiment les marketplaces. Et ensuite, je suis passé... donc voilà, c'était Pixmania. Ensuite, Amazon. J'ai monté Filigo en parallèle. Finalement, décidé de pas me lancer vraiment à 100% dans l'aventure. Et là, je suis parti chez Groupon. Ils m'ont demandé de monter leur marketplace, qui est un concurrent, qui était vraiment un concurrent Amazon eBay à l'époque, et de m'occuper de différentes catégories univers, dont le e-learning au niveau national pour Groupon France. Et c'est ça qui a fait que j'ai découvert l'e-learning. Et voilà, et ce qu'il est aussi finalement, c'est marketplace plus e-learning, plus pas mal de composantes qui me parlaient et qui étaient assez pertinentes. Alors, juste avant d'arriver donc à Groupon et l'e-learning, juste un truc, Pixmania, qu'est-ce qui s'est passé en fait? À quel niveau? Tu as suivi, je sais pas, c'était une boîte qui était au top à l'époque. Et je sais plus, présent dans 25 pays, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je sais pas si tu as suivi. Moi je suis rentré en 2009 chez Pix. Moi tu vois, j'atterrissais dans le web, donc je me suis acheté le bouquin Internet Marketing en me disant bon, j'ai envie de catch up un peu plus vite, comprendre les business models et enchaîner sur ce secteur. En fait, Pix était présent dans 26 pays, là où Amazon était présent dans 3 pays. Moi, mon analyse, c'est que en 2006, les fondateurs, donc les deux frères Rosenblum, ont vendu un gros pourcentage de leur participation, peut-être les 2/3, à Dixons, qui est le Darty anglais, pour, je crois, dans mon souvenir, 266 millions d'euros. Donc forcément, motivation post-cash-out conséquent et un peu redescendu. Et ensuite, pour moi, il y avait une petite dichotomie entre l'ambition affichée et les moyens mis. L'ambition affichée, c'était on veut être un leader européen et être devant Amazon, et avec des moyens techniques, investissement dans l'humain et tout ça qui était un peu léger. Et en face, t'avais Amazon, finalement qui se battait pas avec les mêmes armes que Pixmania et pas avec les mêmes armes que les concurrents français. Ils avaient plusieurs avantages. Ils avaient déjà une vision de malade. Ils voulaient créer des fulfillment centers, des entrepôts qui font que tu t'augmentes énormément la qualité. Et ensuite, pour moi, là où ils avaient plusieurs armes qui étaient différentes. Premièrement, ils étaient rentrés en bourse, donc ils avaient une trésor, un cash flow hyper important. Deuxièmement, ils avaient lancé déjà AWS aux US, qui je crois marchait déjà bien, et donc ça leur apportait forcément du cash supplémentaire. Et troisièmement, aussi, faut être honnête, la fiscalité, ils sont basés au Luxembourg. Il y avait un certain nombre de carottes de TVA avec certains marchands sur la marketplace. Donc au final, quand tu as plus de moyens, quand tu as une très bonne vision, une excellente exécution, quand t'as pas les mêmes impositions financières, tu te retrouves avec des facteurs internes et des facteurs exogènes qui font que t'as un avantage comparatif qui est très 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 puissant. Et quelques années après, quand tu regardais des articles
quel produit ou quel e-commerce lancer, les gens disaient vous lancez tout sauf ce qu'Amazon peut faire. Donc par exemple, tu fais de la personnalisation de t-shirts comme la fraise qui a été lancée je sais plus en 2005-2010, mais si tu fais la même chose qu'Amazon, il y a un moment, tu vas te faire rattraper et il y a moyen qu'ils fassent mieux que toi. Ouais. Donc c'était un peu la vision, mais très marrant contextuellement. Et bosser en 2 mots, hein. En 2 mots, j'ai bossé chez Amazon. Après, c'était sympa. Et donc juste petit fun fact, on enregistre le 9, demain c'est le 10 mars. Il y a la relance de Pixmania. Ils ont hacké toutes les adresses mail des anciens salariés. Et ils font un Pix is back demain à Station F. Donc on va voir ce que ça donne avec une envie de Jean-Émile Rosenblum de relancer une sorte de Pix. On verra demain ce que ça donne. Donc ta question est très contextuelle. Très d'actualité. Avant d'arriver sur Groupon, parce que c'est un tournant Groupon, on va le voir pourquoi. Juste en 2 mots, Amazon, c'était sympa de bosser ? Hyper sympa. Hyper sympa. Je vais me faire taper sur les doigts, mais pour moi c'était les bisounours. Pour 2 raisons principales. On dit beaucoup de choses d'Amazon, mais je pense que beaucoup de critiques d'Amazon sont surtout sur les entrepôts. Et au siège, c'est pas du tout le même environnement de travail. Et deuxièmement, Amazon est hyper data driven, data centric, mais même, je dirais, data freak. Et en fait, t'as à ta disposition tellement d'outils, tellement de statistiques, et tes objectifs et ton taf est tellement aidé et tellement cadré, que finalement, t'es comme sur un bateau de croisière. Tu sais où tu vas, tu sais comment y aller. S'il y a une vague, t'es prévenu, et puis t'as une sorte de brise-lame qui va venir casser la vague avant que tu la prennes. Donc, t'es toujours assez tranquille sur tes objectifs, sur ton taf, parce que c'est un peu l'anti-startup. Il n'y a pas de bordel, de bruit, tout est hyper bien anticipé. Donc, au final, je trouve que il y a beaucoup de sérénité à y travailler. Et moi, c'était un peu la marketplace, un côté post-école de commerce, très sympa, avec des gens très cool. En même temps, tu parles tu prends une image sur des lames de fond, etc. En même temps, ils font la course en tête. Donc, si tu veux, tout le monde se bat derrière et eux, ils sont juste devant, quoi. Donc, c'est plus facile. Ils avancent, tout simplement. Alors, oui, non. Moi, j'étais en 2011. Vers 2011-2012. Donc 2011-2012, ils étaient avec ces discounts, avec la Fnac, etc. C'était pas du tout un idée naturel. Moi, je suis arrivé, il y avait 15 personnes sur la marketplace, ou moins 10. Maintenant, il doit en avoir entre 100 et 200. Juste sur la marketplace France. Donc c'était pas du tout un leader, et c'était des bureaux sur 3 étages, porte-maillot. Alors, Groupon et tes premiers pas en e-learning. Alors, Groupon, souvent les gens me posent la question, oui, mais le e-learning chez Groupon, ça veut dire quoi ? Groupon, c'est quoi ? C'est un modèle mass market. Il faut que tu puisses prendre un produit ou un service, au moins 50% de réduc, et de pouvoir faire des volumes de vente très forts et mass market. Donc, ça peut être un resto ou un spa. Ça peut être un matelas ou des meubles de jardin, et ça peut être également des cours en ligne pour pouvoir s'adresser au national, et avec des thématiques assez simples comme la photo, l'anglais ou Excel. Et donc effectivement, qu'est-ce que j'ai vu et appris chez Groupon, et ce qui a fait que j'ai lancé Skilleo, c'est qu'il y ait toujours le même constat presque 10 ans après. En fait, assez simplement, il y avait 2 points qui étaient assez criants chez Groupon. Premièrement, l'utilisateur, donc l'internaute, n'est pas en capacité de choisir un cours lui-même. Souvent, quand tu es en e-learning, et je rentre vraiment dans le pourquoi de Skilleos, quand tu es en e-learning et que tu veux te former et que tu es beginner, tu vas te former en ligne. Je prends un exemple assez criant, After Effects. Si tu veux te former sur ce logiciel, c'est très compliqué de choisir. Donc, tu vas chercher quelques trucs sur Internet et finalement, tu vas sélectionner 6-7 cours et tu as du mal à faire ton choix. Et une fois que tu as fait ton choix, tu peux pas aller à la Fnac comme pour t'aider pour choisir ton ordinateur portable, tu es tout seul. Et donc, chez Groupon, on mettait pas mal de temps, de cœur et d'énergie à sélectionner les bons cours, à vérifier la qualité, même si on avait l'avantage d'être comme un Auchan ou un Carrefour et de dire mais en fait montrez-nous ce cours, et c'est pas l'effet Kinder Surprise où tu penses que c'est bien, on te demande ta carte et ensuite tu vois qu'il n'y a même pas de jouet.
Et donc voilà. Et donc les deux choses que j'ai vraiment marquées chez Groupon, c'est que il n'y avait pas de leader top of mind, et on peut en citer pas mal déjà en cette époque 2012 quand j'étais dans des industries. Tu peux citer Netflix, Spotify, Uber, Amazon, Airbnb, qui sont des top of mind quand tu cherches. Quand tu cherches dans le learning au sens large, et l'e-learning, l'auto-formation dont on parle, tu n'as pas de leader. Et donc tu arrives à chercher sur Google ou ailleurs, et là, tu as du mal à t'y retrouver. Pourquoi? C'est le deuxième point. Parce qu'il n'y a pas de marque forte. Tu peux avoir Samsung, Apple, tu peux avoir des ordinateurs portables, tu peux avoir des marques dans le prêt-à-porter, mais tu n'as pas de marque forte en e-learning. Et finalement, paradoxalement, toujours pas 10 ans après, on est en 2022, et Groupon, bah, tu vois, j'y suis rentré, je crois, dans mon souvenir, vers mi-mars 2012, donc c'était il y a 10 ans. Et donc finalement, c'est vraiment là-dessus que s'est créé Skilleos. Comment tu passes de Groupon à Skilleos, voilà. Donc tu détectes qu'il y a un problème de marque forte, etc. Donc tu es chez Groupon, comment tu vas arriver à Skilleos, en fait? Basiquement, quand j'étais chez Groupon, il n'y avait pas de leader, de top of mind ou de one-stop shop dans le e-learning, et j'étais à un très bon carrefour. J'avais la possibilité, légitimité, crédibilité, autorité, je ne sais pas, de pouvoir parler à n'importe quels acteurs qui allaient se dévoiler. Donc ça, c'était vraiment mon constat. C'est comme tous les acteurs que j'ai cités. S'ils n'existaient pas, il y aurait effectivement un besoin auquel répondre. Quand j'ai terminé Groupon, et il y a parfois aussi des rencontres humaines. Il y avait une personne, Loïc, qui était photographe, qui travaillait sur un site de cours en ligne de photos. Quand j'ai terminé Groupon, en fait, il m'a posé 2-3 questions en m'appelant parce qu'il n'arrivait pas à joindre sa commerciale. Et puis je lui ai dit, voilà, moi je te réponds, mais sache que les réponses n'engagent que moi, parce que lundi j'ai terminé. Et c'était un vendredi après-midi. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Il venait au salon de la photo, on s'est vu, on s'est tapé dans la main ensemble, et on a dit, ok, on lance un site de cours en ligne de photos, tous les deux. Il faisait la plateforme et le cours, et moi je faisais tout ce qui était conseil strat, sales, market. Donc on a commencé ensemble comme ça, et comme j'avais cette expérience deal, on a commencé à commercialiser cette formation de photo en français et en anglais sur tous les sites de deal ou achat groupé sur le nom qu'on lui donne, et sur les sites de vente privée. Et donc assez logiquement, j'ai fait ça finalement en indépendant. On avait, comme on se connaissait pas encore hyper bien, travaillé ensemble en toute confiance, et c'est devenu un super ami. Je vais skier chez lui ce week-end en Savoie. Mais on a dit, ok, je prends un pourcentage de la marge qu'on fait sur ces ventes événementielles. Donc ça, c'était le step 1 qui a fait que j'avais Quelle année à peu près? 2013. D'accord. Donc ça, c'était un réseau bien développé de sites de deal et d'achats groupés dans les pays francophones, qui vont être la target, et aussi dans les pays anglophones. Le step 2, finalement, ça marchait très bien. Donc au bout de quelques mois, j'avais malgré quelques... Donc c'était pas Skilleos encore, hein? Non, c'était pas Skilleos, c'était un autre site qui existe plus, qui était sur la photo, qui s'appelait Je réussis mes photos. Et ensuite, donc ça a rapporté pas mal d'argent, et donc au bout de 6 mois, j'avais peut-être à peu près 70 000 euros que Loïc me devait. Donc j'ai dit, ok, je crée la boîte. Et à ce moment-là, effectivement, une question que peuvent se poser plein d'entrepreneurs au départ, c'est, je savais, pour avoir fait des startup week-ends, que trouver un CTO, c'était pas évident. C'était assez long, c'était compliqué, et qu'on n'était jamais sûr que le mec soit assez bon techniquement, et que d'un point de vue association, ça marche. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre 3, 6, 8 mois de trouver la bonne personne et de poker un peu, j'avais 70 000 balles sur le compte des revenus de la photo. Donc j'ai sélectionné une agence qui avait déjà fait un petit peu de e-learning. J'ai fait le cahier des charges, moodboard, etc. Et j'ai fait le brief, et l'agence a sorti la V1 du site. Et donc, en parallèle, j'ai fait ça. J'ai pris les premiers bureaux pour pouvoir commencer à recruter l'équipe, les premiers stagiaires, etc. Donc, là, tu t'es dit à l'époque, en fait, la photo, c'est bien beau.
mais ça me fera pas vivre. Il faut que je développe maintenant que j'ai la technique pour pouvoir vendre, etc. en vidéo, il va falloir que je trouve d'autres produits parce que je vais pas vivre que de la photo, en fait. C'est ça. À peu près Exactement. Moi, j'avais cette envie de plateforme un peu plus globale. Il y avait la photo qui était un très bon POC et qui a permis de lancer. Et donc, en fait, ça explique peut-être un peu le côté bootstrap et solo founder, qui fait que finalement, au lieu de te dire bon bah j'ai pas de thunes, je trouve des gens, je lève des fonds auprès de Business Angel ou avant un petit peu de Love Money ou quelques prêts d'honneur, des Scientipol, etc. Mais en fait moi je savais comment sourcer des cours comme je le faisais chez Groupon avec mes équipes. Je savais les distribuer et j'avais un réseau dans les pays francophones d'à peu près 20 millions de visiteurs uniques parmi cette petite dizaine de sites de deal et de vente privée. J'avais à peu près 70 000 euros sur le compte and counting, parce qu'on continuait à faire des ventes, etc. Et donc, en tout, ça a dû rapporter à peu près 150-200K. Donc, on va dire que je suis, entre guillemets, mon propre business angel. Moi, j'ai mis 0 euros dans la boîte, mais j'ai mis tout l'argent de ce conseil. Donc, on peut dire que c'est 0 ou on peut dire que c'est 150-200K. Donc, finalement, c'est pour ça que ça s'explique aussi. C'est les momentum de la vie qui font que la levée de fonds, ça a été de l'autofinancement. Le solo founder, j'ai lancé un peu plus vite avec une agence et pris des bureaux et des premiers stagiaires et fait de manière hyper itérative et 100% en autofinancement et en réinvestissement. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les étapes de la création ont été un peu différentes d'une startup traditionnelle avec des levées au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas levé, quoi. Alors, tu bosses en 2013-2014, donc tu vas créer la boîte en 2014, Kaleos. Tu bosses encore ou comment tu prends ta décision de quitter parce qu'à un moment, tu me dis, j'ai 110 000 balles, d'accord? Ouais. Tu étais salarié par ailleurs ou pas? Non. J'avais quitté Groupon, j'étais à fond en fait sur la photo avec Loïc, plus en commençant à travailler sur un certain nombre d'idées, donc en travaillant sur ce qui était vraiment en termes de business model une marketplace sélective, et travaillant quelques autres idées. On avait monté une app de petits sortes de petits comptes entre amis, de petites ardoises virtuelles, fait des startup week-ends, fait d'autres choses pendant, on va dire, 1 ou 2 quarters. J'étais aussi en train de tester, étudier, et à un moment je me suis dit ok, je me lance, cette idée me plaît, il y a un marché, etc. et tout. Mais ça, je l'ai fait, tu vois. On avait lancé une petite app et on avait fait un petit programme pendant une semaine avec. C'est qui? C'était avec d'autres personnes, c'était complètement autre chose. D'accord. Mais on avait fait un petit programme d'une semaine avec, je crois que c'était fait par Google et Lean Launchpad, où on nous apprenait vraiment le MVP et le Lean. Et au moment de lancer Skileos, j'avais fait un PowerPoint, j'avais pas de nom, que j'avais appelé Learn Online, et j'avais été voir quelques acteurs de langue qui m'intéressaient, dont un acteur très gros au niveau mondial qui s'appelle ETS Global, qui possède le TOEFL, le TOEIC, etc. Donc moi j'étais tout seul, sans boîte, et avec un PowerPoint très salement designé, avec un nom Learn Online, sans nom de domaine ni rien. Et les mecs, avec des gens qui étaient de passage d'Israël, qui s'occupaient du B2C pour cet énorme groupe connu, m'avaient dit ok, votre projet, ça nous intéresse vachement, on est chaud. Donc j'avais fait vraiment en disant comment est-ce qu'on peut tester le marché rapidement et de se dire ok, ça nous va, ça me va, en l'occurrence on se lance. Et tu vois, donc j'avais validé la demande sur ma plateforme, j'avais validé le sourcing des cours quand j'étais chez Groupon, j'avais validé la distribution des cours avec la photo, et j'avais aussi finalement de l'argent. Donc j'avais pas fait finalement mon étude de marché avec des clients, j'avais pas fait mon MVP en lançant et en regardant, mais finalement je connectais différents paramètres qui marchaient déjà et que j'avais pu essayer de différentes manières. Mais à l'époque, qu'est-ce qui existait? Il y avait déjà tuto.com il y avait déjà tuto.com et Udemy. Il y avait déjà Tuto qui s'est lancé vers 2005 ou 2007. Il y avait déjà Udemy vers 2009. Mais en fait, même aujourd'hui, il y a pas grand-chose, hein.
Même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. En fait, nous, on s'associe avec des experts dans chaque domaine. Donc, si c'est totalement Blue Ocean, donc on peut pas faire, on serait obligé de tout produire. Mais produire des cours, ça veut quasiment dire pour une marketplace de produits physiques, se dire je vais avoir des usines de tout. C'est pas possible, c'est trop de travail, on a trop de contenus différents, notre catalogue est beaucoup trop complet, beaucoup trop large pour ça. Et donc effectivement, on travaille avec des experts et des spécialistes dans chacune des verticales. Et les acteurs que tu cites, comme Tuto, comme Udemy, ils sont très larges, mais il y a plein de choses qu'ils couvrent pas. Tuto, ils sont plutôt sur le logiciel et voilà, plutôt design, mais aussi Office, etc. Udemy va être un peu plus large, mais ils ont quasiment pas de langue, ils ont pas de code de la route, il y a pas mal de choses qu'ils ont pas. Et donc c'est un peu comme si tu disais, t'as Netflix, mais sur Netflix t'as, je sais pas, t'as pas de thriller, t'as pas de documentaire ou t'as pas de film en français. Tu vas dire, ok, je vois qu'il y a des trous sur Netflix. Et effectivement, actuellement dans le monde qu'on bench, français, anglais en tout cas, donc je te parle pas des deux pays mais des deux langues, il n'y a pas d'acteurs aussi large et aussi exhaustif que nous en termes de catalogue. Non mais c'est marrant parce que tu vois, regarde, dans toute mon activité de podcast, bon évidemment, on en a parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup fait de cours avec Tuto, beaucoup de cours avec Udemy, plus récemment. Tuto, ça fait longtemps. J'ai interviewé, et d'ailleurs j'ai utilisé pas mal aussi Superprof. Wilfried, avec j'ai pas mal utilisé de cours pour, qui est dans mon club Bootstrap et qui est super sympa. Wilfried, on est resté en contact, vraiment, ça se passe, c'est un gars super. Et non pas des moindres, t'as quand même Google, en fait. T'as quand même YouTube. C'est-à-dire que quand tu cherches un petit truc, alors évidemment si demain, alors parce que je sais pas, tu décides. Moi je vois par exemple, à l'époque, ma femme, elle avait besoin d'une recette. C'était marmiton, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est YouTube. Ça va tellement vite, l'iPad, en fait, etc. Ouais. Je te réponds là-dessus. Pour moi, YouTube, on n'est pas du tout sur le même positionnement. Voilà. YouTube, en fait, tu as une question précise. Tu vas pas faire un cours d'1h30, 2 heures sur Skillos pour avoir une réponse à une question précise. Je te fais un exemple. Comment je fais une ombre ou comment je détourne quelque chose sur Photoshop, tu veux avoir le plus rapidement possible ta réponse, peut-être YouTube, ou peut-être même une réponse écrite avec les quelques étapes, comme ça tu jumps directement sur la réponse et la phrase, alors que dans tes 3 minutes de vidéo, 5 minutes, tu vas le trouver. En revanche, tu dis, je veux maîtriser Photoshop, apprendre Photoshop pour la photographie, pour du culinaire, pour du design, pour ce que tu veux, en fait, on va dire, ok, on commence un peu plus par les bases, on t'emmène, et c'est ce qu'on appelle une vraie formation, et donc c'est pour ça que nous, on parle de cours et de formation, on parle pas de tuto, et on parle pas de réponse à une question, mais on parle d'apprentissage au sens plus large. Donc YouTube est génial, et d'ailleurs, je pense qu'on est on n'est pas assez bête pour aller en frontal contre YouTube, tenter d'avoir exactement la même proposition de valeur. Ouais, mais c'est dingue que ça n'existe pas, en fait, si tu veux, que ça n'existait pas. C'est-à-dire que effectivement, je suis tout à fait d'accord. Hein, Tuto, c'est un peu l'informatique. Même Udemy, c'est très informatique. Exactement. Tout ça. Ouais. Bon, Superprof, c'est encore différent. Superprof, c'est un cours face to face, à distance ou pas, c'est pas pareil. Mais vous, je sais pas moi, on en a parlé, le jardinage, la photo, les échecs, etc. C'est vrai qu'il y a pas ce genre de truc, alors que c'est un boulevard, quoi. Il y a quand même, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tu veux dire sur YouTube ou partout? Partout. C'est bizarre que qu'on ait attendu 2014, toi, pour avoir ce concept. Oui, je pense que je pense que tu dois te, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Tu l'as dit à un moment dans une des interviews, tu dis que t'es un peu le Netflix de la formation, en fait. Exactement, ouais, on est vraiment le Netflix des cours en ligne. Ouais. En fait, je pense que les gens ont vraiment répondu aux besoins financiers. Qui payent plus de formation historiquement sont les entreprises. Les entreprises veulent former leurs salariés sur quoi? Sur ce qui va dégager de la valeur. C'est-à-dire souvent, et le besoin, la bureautique, le management, l'informatique, etc. Et donc, sur tout ce qui est loisir ou tout ce qui est un peu plus perso, moins. Et nous, on avait envie d'avoir vraiment une proposition de valeur, une réponse exhaustive, et dire voilà, tout ce que tu veux apprendre tout au long de ta vie
en pro et en perso, tu le trouveras sur Skilleos. Et donc, différentes clés d'entrée, et c'est pas la même, c'est pas la même proposition de valeur qu'on a envie d'apporter à l'apprenant. Alors, si on rembobine, donc, tu as commencé cet e-learning avec de la photo. Ensuite, Exactement. tu te dis, j'ai pas me cantonner qu'à la photo, il y a pas grand chose qui existe tout autour. Je vais avoir cette idée du Netflix, voilà. Mais pour lancer ça, donc, tu vas pas t'emmerder avec la vidéo. Tu vas faire une sorte de marketplace pour fédérer des très bons. Ça, tu me diras comment tu fais, comment tu recrutes, etc., Bien etc. sûr. Mais quand tu vas lancer Skilleos, à un moment, il faut un minimum de formation. Formation de type de formation. Je vois où vient ta question, c'est voilà. Finalement, si on veut être le Netflix de l'e-learning, qui dit Netflix dit très large catalogue, voire exhaustivité. Exactement. Et quand on est step by step, à quel moment se fait ce point de bascule? Tu vois, malheureusement, on a vu des échecs. Pourtant, derrière, il y avait des gros, des Canal Play, par exemple, ce genre de choses. Parce que même soit ils mettaient beaucoup de films, par exemple, qu'on regarde plus, des trucs des années 50, 60, 70, etc. L'offre nouveauté était pas assez bonne. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait manger. Netflix, aujourd'hui, quand tu entends qu'ils investissent... je crois 18 milliards. Ouais, 12 ou 18 milliards ou 20 milliards, je sais plus, de production par an. C'est pour tenir le haut du panier, d'être toujours leader, il faut investir énormément. Donc, toi, si on rembobine, quels ont été tes 5 premiers cours et à quel moment tu t'es dit, je lance la chaîne? C'est presque une chaîne, hein. Voilà. Alors, on a lancé dès le début. En fait, quelque chose que j'ai compris après, si je te fais le modèle un peu traditionnel des startups un peu plus biberonnées à la levée de fonds, comment elles feraient, comment nous on a fait, sans le savoir à l'époque, pour être totalement honnête. Si et je le vois maintenant, si on dit tu veux lever des fonds, tu vas lever, tu vas aller choper rapidement 1 million en seed. Tu vas dire je prends 100 cours, je donne de la thune upfront à ces différents formateurs qui vont aller mettre les cours et peut-être pour les motiver, je leur donne une carotte pour accélérer. Là, par exemple, on est en mars et tu vas dire ok, jusqu'à fin 2022. 100% des revenus seront pour vous, il n'y a pas de revenu sharing. Donc tu tentes de te dire, d'un côté il me faut de l'argent, de l'autre côté il me faut un accélérateur, ça fait que je vais remplir mon site hyper rapidement, et ensuite, boum, comme ça je peux lancer. Mais ça, effectivement, il faut avoir l'idée, le faire, et surtout avoir de la thune très rapidement, et rentrer dans ce modèle très très orienté levée de fonds. Et moi, c'est très personnel, mais j'avais envie de me dire, voilà, un peu plus à l'ancienne, très méritocratique, soit ça marche pas, mais au moins c'est moi qui le ferai. Donc nous, en fait, quelles ont été les étapes? On a fait en février 2014 un premier cours sur Photoshop. Donc entre un seul cours de Photoshop sur le site et la proposition de valeur Netflix de l'e-learning, j'avais un peu plus le parallèle Amazon, comme je venais de là, Earth's Biggest Selection, et donc dire, vous allez payer un abonnement pour ça. Bon, là, il y a plus de trous que de gruyère, ou de l'Ardevers, je sais plus lequel, donc c'est compliqué. Donc nous, comment on a fait? Comme on avait ce réseau de distribution, on était un peu, entre guillemets, comme un grossiste de la formation, on avait donc cette dizaine de sites dans 4 pays francophones qui représentaient à peu près 20 millions de VU. On a pris un premier cours de Photoshop qu'on a mis sur le site, donc on avait un site avec juste un cours de Photoshop. Oui, mais là, vous êtes en frontal avec Udemy et Tuto qui sont... Bien sûr, donc on avait ce premier cours de Photoshop. Ouais. On l'a distribué sur les sites, à la Groupon, showroom privé, etc. D'accord. Ça a fait énormément de ventes parce que on affichait une très belle réduction. Ce qui fait que nous, comme on était autofinancé, ça nous faisait du chiffre d'affaires et de la marge pour pouvoir payer les salariés, en embaucher des nouveaux et se développer. Et notre formateur expert, ça lui faisait des revenus et donc il était content et il continuait. Tu fais ça avec un 2e, un 3e, un 10e, un Xème cours, et on a lancé l'abonnement, à peu près au bout au début, on vendait que step 1 par des sites intermédiaires, on s'occupait pas du trafic sur le site. Step 2, on a commencé à driver du trafic sur le site et vendre à l'acte, cours par cours, comme le fait Udemy.
Et step 3, au bout de 2 ans, là, on a sorti l'abonnement. Au moment où on a sorti l'abonnement, on avait à peu près 80 cours sur le site. Donc, c'est pas encore énorme, mais on construisait la plateforme et en même temps, on remplissait la plateforme. À 20 € également à l'époque. Avec les cours. Exactement. Et donc, en fait, voilà. Donc, la vente par cours, tu peux le faire dès le départ, mais quand t'as qu'un seul cours, soit t'es un site spécialisé sur Photoshop, t'as du contenu sur Photoshop, du blog, du machin, ce qui n'était pas notre cas, ce qui n'était pas notre positionnement et notre vision. Soit effectivement, tu dis, en fait, au début, je commence à distribuer avec, si tu parles de offline, avec des retailers à la Fnac, nous, c'était du online, avec des groupons, avec des showrooms privés, etc. Et ensuite, une fois que tu as un petit peu plus de catalogue, tu commences à vendre en direct. Et au bout de 2 ans, quand on avait un peu plus de cours, une plateforme un peu plus sympa, là, on a dit, OK, on lance notre abonnement. Forcément, là, on a le même abonnement au même prix pour à peu près 1400 cours. Et à l'époque, pour 80 cours, c'est pas la même chose. Mais forcément, tu fais moins de ventes, tu as moins de rétention, tu avances au fur et à mesure. Mais sinon, si tu attends d'être parfait, tu lances jamais ce qui correspond à ta vision. Donc parfois tu lances, puis tu parles un petit peu plus de ta vision et de ton step d'après où tu vas aller. Et c'est aussi comme ça qu'on embarque les équipes, qu'on embarque les experts, et on leur dit mais regardez où on va. Ils disent ah ok, je comprends votre projet, ça me plaît, j'aime votre honnêteté, j'aime votre histoire faible passée et votre histoire que vous allez construire. Et donc je m'embarque avec vous. Et tous nos experts, depuis le début, on a dû avoir peut-être 5 qui ont arrêté depuis le début de l'histoire, peut-être parce qu'ils se sont fait racheter, parce qu'ils ont changé d'activité, parce que sur un cours trop niche, ça marchait pas, mais globalement, c'est une histoire humaine et long terme avec tous ces experts. De mémoire, les 3, 4, 5 cours, c'était quoi les suivants après Photoshop? Toujours. Alors après Photoshop, on a eu des cours de fitness, on a eu des cours de dessin qui marchent toujours très très bien. On avait des cours, c'était tendance à ce moment-là, de wedding planner. On avait des cours d'Excel. On avait des cours, je sais plus, mais c'était à peu près ça, un peu dans les premiers. Donc des choses auxquelles on pense pas, qui étaient un peu des trends du moment et des choses très classiques. Ce qu'il faut se comprendre aussi, c'est que le e-learning n'est pas trendsetter. Si demain je te dis j'ai un super cours sur The Super Logiciel Photo, tu vas me dire ah c'est quoi? Et en fait il faut que la chose soit connue, l'Excel, l'anglais, et pour que ce soit suivi. Si je te sors un cours sur l'espéranto, tu vas pas le suivre. Alors ça dépend. Ouais. Oui, non, ça dépend parce que tu pourrais toujours. T'es peut-être un ovni alors. Non. Alors encore une fois, c'est l'hypercuriosité, c'est ce qu'on disait. Ouais. Mais tu vois, tu me sortirais un cours sur un truc sur le yoga, par exemple, que j'ai jamais fait du yoga, mais peut-être un truc comme tu me dis. Ah oui, il y avait le yoga dans les premiers cours aussi, ouais. Voilà, il y a peut-être un truc sur lequel, oui, ça pourrait m'intéresser. Oui. Je suis en train de me remettre peut-être à du Flight Simulator, tu vois. Pourquoi pas, quoi. Tu te dis, un cours sur Flight Simulator, ça peut être pas mal, quoi. Et voilà. tu vois, on parlait de Après, excuse-moi. Attends, excuse-moi. Vas-y. C'est la différence entre payer. Tu vois, tu prends le cas sur Udemy, par exemple, tu payes ton truc. Donc, quand tu payes, tu fais la démarche d'acheter et donc de le rentabiliser. Toi, par contre, quand tu es dans le Netflix, une fois que tu as pris ton abonnement, tu te dis ah c'est pas trop cher, c'est 20 €. Une fois que tu as fait ton Excel, ton Photoshop, ton yoga et tes cours d'échecs, tu te dis samedi matin, je sais pas quoi faire. Ah tiens, je vais faire un cours de pâtisserie par exemple. Donc forcément, tu déclenches le truc. Complètement. Une fois que tu es dans de l'abonnement, tu suggères, les gens font confiance, aiment le site, la pédago et déclenchent. Et aussi, juste pour rebondir un peu sur le point curiosité, c'est hyper intéressant, vraiment hyper, avec en majuscule, hyper intéressant de discuter avec ces experts. Et en fait, nous, on a des formateurs, coachs, profs qu'on a appelés des experts. Ils sont vraiment des experts sur chaque domaine, donc ils vont te partager leur histoire, leur passé, leurs connaissances, et ils mettent énormément d'âme et de cœur dans un cours. Et en parlant du yoga, ça me fait penser notre premier prof de yoga, c'était Jérôme Famechon, un mec qui était dans les forces spéciales, ou dans les paras, pardon. J'avais déjeuné avec lui, et en fait, il avait raconté son histoire. Il avait été blessé, je ne sais plus dans quel pays, comme l'Afghanistan, donc il était réformé, et il s'était remis physiquement grâce au yoga.
Et en fait, t'as des histoires de vie de gens qui soit ont démarré par les beaux-arts pour faire du dessin, donc c'était assez tracé, soit quelque chose de beaucoup plus original et beaucoup moins tracé comme Jérôme, et tu rentres dans ces univers dans lesquels je ne serais pas rentré, étant donné la multiplicité et la variété des cours sur Skilleos, et derrière, t'as des humains qui y mettent du cœur. Donc ça, c'est hyper intéressant, et c'est pas juste de la curiosité intellectuelle. Nous, en backstage, entre guillemets, c'est aussi hyper enrichissant d'un point de vue des humains qui te font partager cette expertise et ce cœur. Toujours pas d'associé? Toujours pas d'associés, mais un certain nombre de salariés, Stocks, BSPCE et compagnie, parce que voilà, on vit une aventure humaine ensemble, et ils sont contents, et je suis très content aussi qu'ils se départent, ils sont impliqués, ils sont contents, c'est vraiment notre boîte, ils le disent, je le dis, et ça c'est important humainement, même si effectivement il n'y a pas de cofondateur. Donc associé oui, cofondateur non. Alors tes premiers salariés, c'est quoi, c'est un CTO au début? Non, la tech, on a mis un peu de temps, on était plus. C'est pas très compliqué comme tech de toute façon, non? Enfin, c'est. Alors, en fait, la tech, on aurait dû le faire plus tôt. On aurait dû faire rentrer du produit plus tôt. C'est-à-dire, j'étais sur le produit, ensuite une autre personne sur le produit, mais il aurait fallu passer plus de temps à transpirer sur le produit, à analyser tout le temps, à faire des interviews au conso, etc. Et c'est vrai qu'on a été souvent plus orienté sales et plus la tête dans le guidon, parce que en fait, même avant le lancement du jour 1 de Skilleos, on distribuait les cours de photo sur ces plateformes. Donc on était déjà dans du sales, du marketing, de la facturation, de la gestion de quotidien, de deal, etc. Donc en fait, on a toujours été un peu la tête dans le guidon, ce qui fait qu'on est très terrien, on crame des sous pas bêtement, mais quand il faut. Mais cette prise de recul ou ce temps de préparation avant le lancement, il a été tout en travaillant et tout en faisant du chiffre d'affaires. Oui, non, mais ma question, c'était savoir si c'était compliqué. J'ai pas l'impression que c'est une boîte qui est compliquée en termes de tech. Après, elle peut le devenir si tu mets de l'IA, si tu mets des choses comme ça. Mais disons, à la base, tu héberges des vidéos, quoi. Alors, c'est pas avec des mots-clés, des tags pour pouvoir aller retrouver, quoi. C'est pas si compliqué, mais en fait, t'as comme envie de pousser un petit peu le produit, que ce soit user-friendly, les fonctionnalités, etc. Si c'est juste une plateforme de vidéo, c'est un peu léger. Pour moi, la proposition de valeur d'apprentissage serait légère. Donc t'as de la vidéo, t'as du quiz, t'as des fiches récap, t'as des modules de prise de notes, t'as des e-books personnalisés par rapport à ton apprentissage, t'as de la progression, on met au fur et à mesure de la gamification. Enfin, t'as plein de choses qui sont pas forcément si compliquées si tu les penses bien niveau produit. Mais encore une fois, en regardant dans le rétro, rien n'est compliqué. Quand tu es en train de le faire avec pas de moyens, avec que du réinvestissement, en courant un peu dans tous les sens et avec des connaissances qui sont plus devant toi que derrière toi, faut toujours se remettre dans la situation de chaque année pour se dire oui, c'est pas si compliqué, mais tout de même. Puis la tech, pour moi, ça, je l'ai appris sur le tas, pas à coder, mais à comprendre et quelle techno et les choix et comment on fait les sprints et les implications et les serveurs. Et tu vois, tout bêtement, envoyer un emailing, c'est rien. T'envoies un emailing, tu crames ton adresse IP, t'es blacklisté, c'est que des petites choses qui nous est tous arrivé. Et moi, j'étais pendant quelques années à la Pépinière 27 à Paris. On était peut-être une 50aine de boîtes et 300 personnes. Et donc, t'as vachement d'apprentissage et vachement de choses hyper sympa. Surtout, t'as une super entraide, ce qui fait que ces erreurs-là, t'arrives à les colmater plus que les effacer un petit peu plus rapidement. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez jamais levé d'argent. Ouais. Ça signifie, alors moi, je sais pas, 90%, 95% des startups que j'ai interviewées, elles ont levé de l'argent. Donc, ça signifie, quand tu lèves pas d'argent, qu'il faut que ce soit rentable day one, déjà. Je pense que tu l'as été. Alors, quasiment, enfin, à 110 000 euros près, quoi, parce que tu as dû cramer de l'argent, quand même. Ouais. Alors, effectivement, à ce montant d'euros près, ensuite, il y a deux choses. Au début, rentable, et ensuite, comme nous, on est dans un modèle en SaaS,
avec finalement un BFR négatif, c'est-à-dire que quand on vend en B2B un abonnement de 12 mois, on touche l'argent le premier mois, grossièrement. On a donc ce BFR négatif, donc ça permet de pas forcément être rentable chaque année pour pouvoir aller faire de... Là, on est rentable, mais il y a des années, on n'était pas rentable, mais on avait beaucoup d'argent sur le compte en trésor. C'est juste que ce modèle de BFR négatif te permet d'avancer et entre guillemets, après avoir été entre guillemets mon propre billet, on est notre propre banque. D'accord. Mais les formateurs, on va le voir tout à l'heure, les formateurs, tu achètes la vidéo one shot, libre de droit, ou si tu leur donnes un pourcentage sur les ventes? Pourcentage. Vraiment les deux inspirations que j'avais au moment de lancer la boîte, c'était l'e-learning, comme on a discuté chez Groupon, et le côté marketplace que je connaissais très bien de Pixmania, Amazon, puis Groupon, qui était très trendy à ce moment-là, et l'est toujours. Et quand tu veux avoir un catalogue exhaustif, quand tu es en autofinancement, et tu vas en marketplace, et de toute façon, pour moi, c'était la bonne solution, parce que si par exemple tu ne fais que des cours de management ou que des cours de logiciel, t'as un setup de studio qui est assez simple, tu fais toujours la même chose, tu développes ton expertise sur cette typologie de cours et t'avances. Nous, tu vois, quand t'as des cours screencast type comme ça, quand t'as des cours en extérieur comme la photo, quand t'as des cours de fitness où t'as 2 profs, une salle avec 6 caméras, quand t'as des cours de code de la route, de langue ou de soutien scolaire qui sont hyper larges, on travaille avec des boîtes qui ont mis 5 ans, 8 ans à développer leur contenu, on travaille avec Hachette et Anabac, entre autres, sur le soutien scolaire, on travaille avec une boîte qui est là depuis 30 ans dans le code de la route, forcément, t'es sur une disparité de contenu, donc de typologie de contenu à produire et de largeur de contenu qui fait que tu peux pas faire ça en interne ou on serait peut-être à 200-300 cours maintenant. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir plus de gruyère que de trous, quoi. Mais le fait de ne pas avoir levé de l'argent, c'est t'empêcher d'avoir un marketing omniprésent, de pas avoir de limites, ou peu de limites. Aujourd'hui, est-ce que ça a beaucoup d'avantages de pas lever de l'argent, hein. Tu es maître à bord, mais l'accélération est beaucoup plus faible. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais pareil à refaire? Tu as toujours attendre de lever de l'argent de toute façon. Mais non. Alors, pour répondre à tes différents points. La question d'après, tu peux la joindre. La question d'après, ça va être quelles ont été les galères, si ça a été galère. Ouais. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, on n'a pas assez de notoriété. Là, on fait un travail de branding, etc. Donc, d'ici la fin de l'année, on va pouvoir bien communiquer. Oui, quand tu lèves pas d'argent, c'est plus lent. Ça, c'est une certitude. Les corollaires, il y en a plusieurs. Tu dépenses bien l'argent. Honnêtement, quand t'as 5 millions qui arrivent sur ton compte et que t'as quelques années, tu vas te mettre à cramer, à compenser, à avoir des trop grands bureaux, à faire des campagnes en test à 20 000 balles, à faire du média qui sert à rien et qui a pas de ROI, et tu vas cramer beaucoup d'argent inutilement. Et aussi, ça c'est quelque chose qu'on raconte moins, mais toutes les boîtes qui se vendent et qu'on fait beaucoup de levées, finalement, t'as le fonds qui prend la grande majeure partie de la somme, et puis t'as les entrepreneurs qui ont vendu, qui très souvent, mais même très très souvent, mais ils vont pas le faire dans leur storytelling, sortent un peu à poil, parce qu'il leur reste beaucoup de pourcents, parce que le fonds a des clauses de liquidation préférentielles. Donc finalement, tu travailles 5-10 ans, beaucoup, des boîtes, elles ressortent, elles ont les fondeurs, ils ont même pas 1 million ou 1 ou 2 millions, tu vois, avant impôt. Et donc ça, tu te dis, waouh, c'est le salariat, c'est un kiff. Mais si finalement tu étires tes 5-10 ans et que tu touches la même chose que si tu avais été salarié, je trouve que le reward pour une boîte qui a marché, qui s'est vendue, je parle pas pour une boîte qui fail, il est pas normal, tu vois. Et donc il faut savoir, oui, à un moment se redresser un peu plus retrousser un peu plus les manches pour y aller, quoi. Tu te souviens d'une grosse galère? Ta plus grosse galère? Les galères qui font toujours peur. En fait, ça s'est passé comme tu voulais que ça se passe, et à un moment, tu t'es rendu compte que tu avais un carton dans les mains? En fait, c'est marrant. Moi, je pensais, au moment de monter, il y a eu Insta qui s'était revendu peut-être 2 ans avant, qu'une start-up, ça durait 2-3 ans, et soit ça marchait, et ça se revendait au bout de 3 ans, soit ça failait, et ça failait au bout de 3 ans. Et en fait,
je me suis rendu compte que tout était beaucoup plus long pour des boîtes fondées ou qui avaient levé ou non. Et en étant à la pépinière, avec plein d'exemples, je voyais que c'était vraiment au bout de 5-6 ans que ça décollait. Finalement, les galères ou difficultés, pour moi, c'était plus au moment où tu as une personne qui part ou une personne qui fait pas l'affaire. À chaque fois, tu dis « Oh, ça va être compliqué, il y a un trou, comment on va faire ?» Et puis finalement, à chaque fois, 6 mois après, t'as retrouvé une personne, t'as complètement step up, qui est même mieux. T'as amélioré ton recrutement en qualité, en seniorité, en delivery et excellence, en valeur, en fun to work with. Et finalement, tu dis, waouh, c'était vachement mieux qu'avant. Mais sur le moment, ça a toujours été un peu les petites, c'est l'entreprise, les petites frayeurs, les petits trucs. Tu te dis toujours, mais comment je fais? Et donc maintenant, je pense qu'on a un peu plus de recul et un peu plus blindé en disant, bon, c'est la vie de l'entreprise. Donc, plutôt que se stresser, se paniquer, on se dit, bon, finalement, comment est-ce qu'on va faire pour transformer ce petit point un peu relou, en un point positif, même si il y a une petite période un peu painful parce que tu te reprends des choses en boomerang, t'as un peu plus de travail, ça crée parfois un peu de friction dans les équipes ou avec les clients, mais voilà, comment transformer ça en point positif, ce qu'il est à chaque fois. Et donc finalement, l'équation, c'est plutôt comment cette période de transition, tu fais pour qu'elle soit la plus lente possible. Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez toi? Alors, on apprend plein de choses. Tu as dit 1300, 1400 cours. Quelles sont les choses? Donc, je pense qu'on peut quasiment tout apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez toi qu'on trouve pas ailleurs? Et quels sont les cours les plus dingues que vous proposez? Ouais. Alors, je dirais que ce qu'on retrouve pas ailleurs, c'est ce côté one top shop. Tu vas tout trouver chez nous. Et deuxièmement, tu vas tout trouver qui est qualitatif et qui est dispensé par un expert. Ce que nous, on appelle un expert, c'est quelqu'un qui est dans le domaine depuis 30-40 ans pour le piano ou Excel ou le dessin, peut-être que depuis 5-10 ans sur Insta. Donc c'est pas du C2C, c'est pas n'importe qui va t'enseigner, c'est quelqu'un qui a la crédibilité, l'autorité, qui a enseigné en offline, par exemple dans une école, dans un organisme de formation, qui a enseigné également en online, donc qui comprend le fait que quand t'as pas un élève en face de toi ou derrière l'écran, faut qu'avoir un cours qui est totalement qui se suivent de manière totalement indépendante. Donc ça sont les grosses valeurs ajoutées. Ensuite, pour répondre à ta question, on a tous les classiques, le management, la bureautique, le bien-être, les langues avec de l'anglais, mais aussi du français langue étrangère, aussi du breton, aussi de la langue des signes, etc. Oui, mais si tu prends par exemple du chinois, je sais pas si vous faites du chinois par exemple, ou peu importe. Je sais pas combien de temps dure le cours, mais quel niveau tu vas avoir? Comment t'expliquer? Tu prends un cours de pâtisserie. Alors effectivement, il y a une grosse différence entre faire un cours sur YouTube one shot, faire une tarte aux pommes ou faire un tiramisu. Nous sont toujours des cours très progressifs. Voilà. On commence au niveau 0 parce qu'on considère que le e-learning est souvent très beginner et ensuite on fait monter la personne en compétences. Je te prends l'exemple de l'anglais ou de l'espagnol. Tu vas dire, voilà, moi je veux juste un cours un peu en mode cahier de conversation, partir en vacances, etc. Ça dure quelques heures. Et sinon, tu as le cours très très progressif, niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et là, c'est comme à l'école et même encore plus. Oui, mais je suis d'accord. Mais quand tu fais, par exemple, je sais pas si tu as des cours de salsa, par exemple. Ouais. Bon, allez, on va prendre ces deux exemples, l'anglais et la salsa. Quand tu fais un cours de cuisine, à la fin du tiramisu, tu as le prof qui peut dire voilà à quoi ça va ressembler et voilà, tu vas le goûter. Si ça ressemble à ça et que tu le goûtes et que c'est bon, tu as réussi ton cours. Mais comment vous parce que tu me parles de qualité, hein, on parle de qualité. Bien sûr. Donc tu me dis, je prends des formateurs de qualité, tu vas me dire comment tu les recrutes, mais ça, tout ça. Comment, si je suis ma femme et moi en train de faire un cours de salsa, comment savoir si ça va être beau, parce que c'est quand même beau la salsa, que si je vais bien bouger, etc. Ou si je suis en anglais, ou si je suis en chinois, comment je vais savoir si je prononce par exemple, je sais pas moi,
Oui, Cash out, par exemple, tu parles, ouais. cash out, par exemple. Ouais. Voilà, comment voilà. J'ai ta question, pas de souci. En fait, on essaie dans l'auto-formation, qui est de l'auto-assessment et que ce soit le plus loin possible, que ce soit avec du quiz, qu'on te montre le résultat pour que tu compares. Par exemple, sur le français sur la langue des signes, LSF, bah finalement, t'as un module, t'as une feature, une fonctionnalité pour que tu puisses t'enregistrer en vidéo. Ah oui. Quand tu fais ton signe à l'écran. Et ensuite, tu vas mettre play et lancer ta vidéo qui va s'afficher en parallèle de celle de l'experte. Et donc finalement, tu vas voir, est-ce que tu fais comme l'expert, est-ce que tu t'en rapproches ou est-ce que tu es complètement à côté de la plaque. Donc effectivement, c'est toi qui t'auto-juge, qui t'auto-assesse par rapport à tout ce qu'on te met à disposition. Vous pourriez vous enregistrer sur une langue la voix, par exemple? Sur une langue, oui. Souvent, c'est du son, tu répètes avec la voix, ou c'est de la vidéo, ou sont des quiz avec du drag and drop. C'est pas qu'une vidéo. Oui, donc c'est encore la différence avec YouTube, évidemment, quoi. Exactement. En fait, nous, on veut toujours s'adapter au meilleur format pour apprendre. Donc, en fait, si le meilleur format pour le yoga, c'est la vidéo, et que tu fais pareil, bah, tu vas te comparer, c'est la vidéo. Si les langues, t'as un certain nombre de QCM, de répétitions, on est sur des théories neurosciences avec de la répétition avancée pour qu'il y ait un vrai ancrage mémoriel des mots, des choses que tu apprends. Sur le code de la route, par exemple, il n'y a pas de choix. C'est à la française, t'as de l'apprentissage, mais ensuite ce sont des examens blancs à 40 questions avec 10% de vidéos, etc. Donc on essaie toujours de s'adapter. Et là, depuis 3-4 mois, on fait un gros travail d'ingénierie pédagogique pour faire évoluer la pédago. On va communiquer là-dessus dans pas longtemps, mais on va aller sur de la pédagogie par projet, donc ce qu'on appelle du learning by doing, et du social learning, pour essayer que ce soit encore plus pratique, encore plus impliquant, et finalement que ce soit pas de l'apprentissage qui parfois en e-learning, je parle de Skills, mais partout dans le monde, parfois est un peu trop passif. Donc, l'élève doit s'impliquer lui-même. Et pour arriver à impliquer l'élève et le faire vraiment faire un projet et le faire avancer pas à pas là-dedans. Donc là, on travaille un peu avec des pontes de l'e-learning sur ce sujet. Tu m'as pas répondu quel est le cours le plus dingue que tu as, par exemple? Cours le plus dingue, par exemple, on a du ukulélé, mais je sais qu'on a un cours de musique. J'essaie de le retrouver en même temps, qui est de la cornemuse écossaise, qui est de la musique bretonne. Donc alors ça c'est marrant parce que évidemment quand tu vas parler de Photoshop, After Effects ou l'anglais, bon c'est pas de souci. Tu n'achètes pas le cours, hein? Non. D'accord. C'est-à-dire que donc c'est ça l'intelligence, c'est-à-dire que si je viens de proposer du ukulélé ou de la cornemuse, en fait ça te coûte rien, toi. Si tu le vends pas, tu le vends pas. Alors, oui et non. C'est-à-dire que tu as des équipes, tu passes du temps sur un cours, sûr. Et c'est du temps que tu passerais pas sur autre chose et tes équipes sont quand même payées. Donc tu refuses des cours. Même si t'as pas un chèque. Oui, c'est vraiment nous qui avons on va dire que tu peux comparer Skileos à une maison d'édition numérique. Ouais. Finalement, quand Hachette, Editis ou quoi que ce soit travaille sur un bouquin, même si tu enlèves le coût d'impression, tu vas dire oui bah finalement la Fnac, si le bouquin est pas vendu, il est pas vendu. Ah, mais tout le travail en parallèle des salariés de la maison d'édition, ça c'est du travail. Donc nous c'est vraiment une maison d'édition numérique. On a quasiment là notre data analyst nous a sorti les cours et je crois qu'il y avait qu'on avait un peu moins de 1300 cours qui sont suivis tous les mois. Donc on va dire qu'on sur 1400. Ouais, on a ou même un petit peu plus, je sais plus, mais c'était vraiment un pourcentage assez impressionnant parce qu'en fait, on va aller chercher des cours et même tout business mis à part, vu que c'est un certain travail pour l'expert de faire des cours, ou même s'il en a déjà fait une partie, de les pimper, d'adapter l'ingénierie pédagogie, si on sait que ça va être un fail, nous on n'a pas envie d'y passer du temps et on n'a pas envie de dire à une personne ouais ça va être génial et tout, si en fait on sait que c'est juste pour mettre une petite ligne dans un catalogue pour satisfaire quelqu'un, mais que lui finalement il va perdre du temps et donc de l'argent, quoi. Et alors que justement si tu fais un premier cours qui marche très bien avec l'expert, tu crées ce cercle vertueux et en fait l'objectif c'est que nous on lui demande pas de faire des nouveaux cours, mais comme il voit que ça marche,
comme une marketplace qui marche ou comme un Airbnb, un Amazon ou quoi, notre partenaire, notre expert nous dise ah ok, j'ai tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite on continue à co-construire ensemble. Donc vous êtes vraiment la maison d'édition, c'est-à-dire que tu es là, on vient de proposer maintenant avec ta notoriété, on vient de proposer un cours en te disant voilà, je vous propose de faire de la cornemuse ou de faire du Photoshop par exemple. Et toi, tu valides ou tu valides pas. Ce qui signifie que tu évacues également, par exemple, si on parle de Photoshop et des logiciels, tu évacues aussi la mise à jour. C'est-à-dire que quand tu as la version 2023 qui va sortir de la suite Adobe, par exemple, c'est pas c'est pas que c'est pas ton problème. Bien sûr qu'il faut que tu sois au goût du jour en termes informatiques, mais c'est le truc de l'expert. S'il veut continuer à vendre aussi, lui, il est obligé de mettre à jour sa version. On se tient quand même au courant parce qu'en fait, un expert, ça reste un humain qui a sa vie. Il a le Covid, il a un problème de famille, il a un problème de santé. Peut-être que c'est plus après qu'il est passé sur autre chose, qu'il a gagné au loto. Donc tu recrutes, on se tient quand même au courant pour tout ça. Tu peux recruter une autre personne, recruter. Exactement. En fait, si tu as une nouvelle version du logiciel qui sort, mais l'expert te dit, désolé, j'ai une énorme actu sur autre chose. Et pendant un an, malheureusement, je ne sais pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Et on va lui dire, nous, on ne peut pas attendre un an, donc tant pis, on travaillera ensemble sur la version suivante ou sur un autre chose. Tu vois, t'as Photoshop pour les photos, Insta pour les photographes, Insta pour le culinaire, etc. Et donc ensuite, tu travailles sur des spécialités et tu développes tes branches. Juste un truc, je pense à un truc. Moi, j'écoute, tu l'imagines, moi j'écoute énormément de podcasts. Vous n'avez pas eu envie, et je pense pas que ça existe, de faire ce genre de choses, mais à l'audio uniquement, pour pouvoir, les grands routiers ou quoi, ceux qui font beaucoup de voitures, se former sur quelque chose à l'audio. Alors, c'est un sujet qui est en réflexion. On a d'autres sujets prio avant, et c'est effectivement de se dire, tu vois. Après, j'ai Kuber, moi, Kuber, c'est encore différent. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je suis déjà pas mal devant l'ordi, et c'est vrai que quand, par exemple, je vais faire un footing, souvent, j'écoute musique ou podcast. Et donc, il y a des environnements, pareil, qu'on cuisine, etc. Donc, je pense que c'est hyper pertinent. Donc, soit nos cours, on verra lesquels peuvent être mis en podcast, mais nos cours en pur podcast, non, parce que s'il y avait aucune valeur ajoutée dans l'image, dans ce cas-là, on les ferait pas. Mais effectivement, comment mettre en plus du podcast, en complément ou des cours podcast. Mais en tout cas, c'est vraiment un format qui nous intéresse, et dans les choses vers lesquelles on pourrait aller, c'est de se dire apprendre toujours au meilleur moment de ta journée. Et peut-être que le matin t'es en vélo et donc que tu vas être un podcast, et ensuite au bureau ou dans le métro au retour parce qu'il pleut, tu vas être au bureau tu vas être sur le web, et au retour en métro ou en transport parce qu'il pleut, tu vas être sur ton application avec ton cours que tu as downloadé par exemple avant. Donc voilà, donc histoire de s'adapter finalement et d'être très facilement dans les bons moments d'apprentissage. Moments de vie pour l'apprentissage. Je vais te sortir 2 chiffres. Vas-y. Apprendre la photo en 47 heures, chez vous, c'est 47 heures, il me semble, le truc. Ça me paraît beaucoup. Alors, c'est peut-être j'ai un petit doute à moins que ce soit un parcours devenir photographe, peut-être. Ouais, ça doit être ça, okay, devenir photographe. Ouais. Et écrire un livre en 50 minutes. Comment? Alors, est-ce que ces 47 heures, c'est pas d'abord un frein? Est-ce que 50 minutes apprendre à écrire un bouquin avant d'écouter le truc ou de voir le truc, c'est pas déceptif? Et d'un autre côté, 47 heures, ça fait pas peur, quoi? Alors, quelques chiffres pour remettre en fait. 47 heures, je suis sur la page et je regarde en même temps les cours de photo. Là, il y en a plein, mais si je t'en prends 2 sur les fondamentaux, les techniques avancées, il y en a un de 3h30 et l'autre de 6h10. En fait, donc ça sont 2 cours pour vraiment maîtriser toute la photo. On va dire 3 et 6 heures. 47 heures, c'est devenir photographe. Là, tu n'es plus juste dans une optique, je veux apprendre la photo, mais je vais devenir photographe, et donc y consacrer pas mal de mois. Et là, on t'apprend la photo, les spécialités, toutes les spécialités du Photoshop, comment même vendre ses photos sur Internet, sur des plateformes microstock type Shutterstock. Donc là, c'est un parcours, ça va être encore différent de juste
les cours qu'on propose. C'est encore quelque chose qui va un petit peu plus loin. Ensuite, nous, la durée moyenne de cours, on va dire, ça va être entre 1h30 et 3 heures. On essaye de pas faire des cours, tu vois, moins de 45-50 minutes. Sinon, pour nous, c'est trop du tuto. Mais en fait, voilà, si il y a quelque chose comme la gestion du temps avec la méthode Pomodoro, avec Get Things Done ou autre chose qui s'apprend bien en 50 minutes, on va pas aller rajouter de la confiture. Mais effectivement, la durée moyenne, ça va être entre 1h30 et 3 heures à peu près. D'accord. Tu peux avoir une interactivité. Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que même si on a mis le parcours, même si ça veut dire devenir photographe, même toi qu'à l'habitude, tu vois et tu enregistres que c'est 47 heures. C'est-à-dire que même si on a distingué les designs, il faut qu'on mette mieux en exergue le fait que ce parcours est composé d'une dizaine de cours et que c'est pas tout à fait la même chose. Mais après, si tu veux, enfin moi j'ai pris des cours de dessin par exemple. Alors après le dessin évidemment, tu peux commencer par le croquis, mais après tu peux faire le squelette, après tu peux faire les ombrés, après tu peux faire les animaux, tu peux faire les visages, il y a la main, il y a plein de choses. Donc c'est sûr que c'est des cours qui prennent 20 heures déjà. 20 heures parce que rien qu'un cours sur une main, c'est 1 heure quoi. Voilà quoi. Continuons. Tu peux avoir une interactivité, c'est-à-dire que tu peux poser des questions. Les cours, on les a vraiment développés, créés pour que ce soit de l'auto-formation. En fait, on a toujours été dans l'optique under-deliver, over-promise. On veut pas dire il y aura plein d'activités, ça va être génial, on vous répond en 2 secondes, etc. Et pour que ce soit déceptif. T'as des super experts et on fait le cours pour que tu sois totalement autonome dans ta formation. Et on est en train de réfléchir avec finalement tout ce qui est blended learning, one-to-one, one-to-many, cohort-based model, finalement l'apprentissage en visio, à se dire comment est-ce qu'on pourrait rajouter des briques comme ça. Mais pareil, comme on est très large, on n'a pas envie que cette proposition de valeur soit juste sur 2-3 cours, un peu en mode ce qui se passe beaucoup avec le CPF en ce moment, mais que ce soit une proposition de valeur qui soit vraiment comprise, simple, et sur tout le catalogue. Un des slogans que vous avez sur la front page du site, c'est « Retrouver le goût d'apprendre ». Tu trouves que... Pourquoi retrouver ? Pourquoi retrouver ? Parce que, en fait, il y a 2 choses. Le e-learning, pour certaines choses, pâtit un petit peu d'une image ancienne. Et nous, on a toujours tenté de faire... pour moi, dans le e-learning, il y a « je dois » et il y a « je veux ». Il y a des boîtes qui font du « je dois apprendre », ils le vendent aux entreprises, c'est consommé, c'est pas consommé, c'est pas très grave, c'est l'entreprise qui a payé. Et nous, on a commencé, tu vois, rang public, loisir, et nous, on veut que ce soit des cours « je veux apprendre » et je veux même mettre mon propre argent pour l'apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit retrouver le goût d'apprendre. On a envie finalement de faire un site qui soit simple et user-friendly. Nous, quand on sélectionne un expert, il y a plusieurs choses. On veut que l'expert soit forcément, on a dit autorité, crédibilité, très bon dans le domaine, qui soit pédagogue et qui soit sympathique. Parce qu'en fait... Il faut que c'est un acteur, hein. C'est un acteur. Alors pas forcément un acteur. Non, mais il faut qu'il parle bien. Justement, quoi, quand je dis sympathique, quand je dis donc forcément qu'il soit expert dans son domaine, on reprend l'exemple de la photo, qu'il soit pédagogue, donc qu'il explique bien et que tu comprennes bien. Et ensuite, tu peux être un acteur, donc tu fakes ton rôle. Nous, on n'a pas des acteurs, mais on va avoir des gens sympathiques. Et en fait, si t'es sympa, tu passes quand même quelques heures avec cette personne sur ton ordinateur en virtuel. Donc, si finalement t'as quelqu'un avec qui ça se passe bien, que c'est sympa, que t'as du plaisir, que la personne est souriante, c'est hyper important et intéressant. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on dit retrouver le plaisir d'apprendre. On a envie que tu sois content d'aller faire ton cours. Et même des choses qu'on veut développer, c'est que plus que de rentrer un peu rapidement dans le cours, on te parle plus de l'expert. Tu vois, si on fait un cours sur le podcast avec toi, on n'a pas envie directement que tu nous parles de podcast. On va dire, mais c'est qui Fred ? Pourquoi il est venu au podcast ? C'est quoi ses expertises ? Qu'est-ce qu'il aime à côté ? Ah bah il habite à Marseille, il aime faire ça. Et là, tout qu'on se dit, ok, je ne passe plus 3 heures avec Fred, expert en podcast, mais avec Fred, que je connais bien, qui est sympa et que je peux avoir un peu de plaisir à retrouver virtuellement, expert en podcast. Et donc on a envie en fait on a envie d'humain. Non, puis en plus, franchement, moi quand je fais des formations, même sur YouTube ou sur Udemy par exemple,
bah, si j'ai fait 1 ou 2 formations avec un expert et que l'expert m'a plu, bah, tu peux être sûr que le 3e sujet, si c'est lui s'il le propose, je vais le choisir, quoi. Parce que j'ai l'habitude, la façon de parler. Oui, et puis t'es en confiance et t'as du plaisir. Ouais. On en a parlé un peu en off tout à l'heure. Moi, je suis passionné d'apprentissage et manifestement toi aussi. Tu as sûrement, des gens qui s'abonnent comme ça, c'est certainement des gens qui ont envie, pas forcément d'apprendre Excel, point. C'est qu'ils ont envie de se former tout au... Ça peut devenir très vite une drogue. Cet avide de connaissances. Je pense qu'on a encore un peu de chemin. Ouais. C'est-à-dire que apprendre, tu brûles quand même un peu de matière grise, t'y mets un petit peu du tien. Je dirais pas que c'est un effort, mais tu prends un peu quand même. Quand t'es à écouter de la musique sur Spotify, tu peux en avoir écouté 5 heures, t'as l'impression d'en avoir écouté 2 heures, il y a pas d'effort. Quand t'es sur Candy Crush, c'est très facile, tu déconnectes un peu le cerveau, il y a des énormes mécaniques d'addiction. Et je pense qu'effectivement, pour que l'apprentissage en ligne au sens large, dont Skilleos devienne une drogue, il faut qu'on soit meilleur sur les mécaniques d'addiction. Et moi, si finalement on me dit « Ah oui, vous avez drogué des gens », je dis « Ouais, ok. » Non, c'est pas le bon terme, droguer. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis, même si on dit qu'on a drogué des gens à l'apprentissage, moi j'en serais très fier. Et d'ailleurs, le Skilleos, pour nous, c'est pas des cours en ligne, une plateforme de cours en ligne ou de l'e-learning, mais nous, notre why, c'est d'accompagner les gens, les apprenants, à atteindre leurs objectifs de vie via l'apprentissage. Donc nous, au final, tu me parlais de taux de complétion sur tes podcasts, moi, qu'une personne aille jusqu'au bout du cours, c'est un KPI qui est important en e-learning, mais moi, ça m'excite pas. Ce dont j'ai envie, c'est que la personne dise « Ok, j'ai atteint mon objectif. » Par exemple, le ukulélé, je voulais faire 35% du cours et savoir faire ça. J'ai atteint mon objectif. Donc cet objectif de vie par l'apprentissage, grâce à ça, j'ai du fun. Grâce à ça, je suis plus heureux. Et moi, mon why, mon big why, on va dire, en pro et en perso, finalement, c'est le bonheur. Et donc finalement, Skilleos, ce n'est qu'un chemin, c'est qu'un vecteur pour que les gens atteignent des objectifs de vie et que les gens, in fine, soient plus heureux. Non, donc c'est vraiment ça qu'on souhaite, nous. C'est pas assez mis sur le site. C'est pour ça qu'on refait un branding là. On veut vraiment mettre ça en exergue et dans notre manière de communiquer avec nos élèves à partir dans peu de temps, être vraiment sûr, ok, merci d'être venu sur Skilleos, bravo de commencer cette formation. Vous êtes venu chercher quoi? C'est quoi votre objectif? Et à la fin, on se dit pas, oui, t'as fait 70 ou t'as terminé le cours à 100%, ce qui est pas une réussite. La réussite, c'est de dire, t'es venu chercher quoi? Grâce à nous, tu l'as réalisé. Plutôt ensemble, on l'a réalisé. Et ça, moi, ça m'anime vachement plus. Mais tu vois, quand tu entends des startups, par exemple, qui fonctionnent qui bossent sur le téléchargement de savoir ou d'intelligence sur le cerveau, ou qui travaillent sur te former la nuit pendant que tu dors, il y a des startups qui bossent sur ça, quoi. Tu te dis, moi, c'est quelque chose qui me ferait fantasmer, tu vois. C'est quelque chose qui par exemple, si je pouvais aujourd'hui, et je sais, on en a parlé encore une fois, moi, je suis avide de savoir, j'ai vraiment besoin de savoir. Si je termine, je peux aussi bien faire une formation d'Excel, par exemple, qu'une formation de guitare ou qu'une formation peut-être de pâtisserie, et ça me passionnerait, quoi. Mais c'est quand même assez fantasmant pour le moment, et ça serait dommage peut-être pour ton travail, à quoi que tu pourrais changer. Ça serait de se dire, par exemple, voilà, je m'installe à l'ordinateur, je télécharge les 47 heures de photographe dans le cerveau, et au bout de 47 heures, je suis photographe. Enfin, même pas 47 heures, non, pardon. Mais au bout d'une seconde, je suis photographe. Alors, mais s'il y avait ça, pour Skilleos, pour notre business, ce serait génial. Oui. Et ce serait un énorme accélérateur. Parce que toute la partie où les gens, parfois, doivent se mettre un peu dans le dur, se dire, OK, il faut que j'apprenne. Et il y en a qui n'ont pas envie ou qui se démotivent. Si tu dis, voilà, le savoir minimum et maintenant aller pratiquer, aller plus loin, finalement, je pense que il y a plus d'heures de guitare faites par les gens qui jouent déjà de la guitare que par des gens qui sont en train de l'apprendre. Donc, ce serait génial. Mais je connais pas bien. T'as raison, c'est grisant, c'est fantasmant, ça fait un peu ça peut peur. Ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce que ça pose plein de questions sur qui, que, quoi, comment. Est-ce vraiment possible? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre cerveau, peut-être pendant la nuit, doit être en repos, doit être en sommeil profond, et finalement, si on te sollicite en permanence, est-ce qu'à la fin t'es pas burné? J'en ai aucune idée, je connais pas. De toute façon, je sais même pas où ils en sont dans les avancées, mais c'est sûr que si demain tu vends un truc à 20 € pour devenir Mozart, et que
et que tu as 2000 Mozart d'un coup, Mozart sera plus Mozart, quoi. Ouais. Mais moi, finalement, tu vois, peut-être que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais plus en mode, ok, quelle est l'avancée quand on parle finalement d'avancée, de progrès. Maintenant, ces thématiques m'intéressent moins et je suis plus en mode, est-ce que ça drive du bonheur? C'est-à-dire que si moi, je fais 2000 heures de piano et de par cette sueur, par cette abnégation et ce travail, je deviens très très bon en piano, c'est une vraie satisfaction et je vois ma progression. Si du jour au lendemain, un peu comme finalement Lilou dans le 5e élément, on sait faire tout ça, est-ce que finalement ça nous procure plus de bonheur? Je ne sais pas. Et finalement, moi, c'est vraiment ça, mon drive et la question que je tente de mettre au centre des choses. Finalement, si on était tous dans cette terre 10 fois plus bêtes et 10 fois moins cultivés, bah, ça changerait rien. Vu que de toute façon, on est tous en valeur relative sur cette terre. Ah mais tu parles inconvaincu, j'en ai parlé, alors c'est un peu connexe, mais j'en ai parlé, je parlais d'une collection. Tu vois, on parle de Tintin. Moi, je suis gros collectionneur Tintin. C'est une vie de collection. Bon, si maintenant j'étais super riche et j'achète toute la collection d'un coup, bah, t'as pas eu les galères de trouver, de chercher, de fouiner, de chiner, etc. Tu as tout d'un coup, t'as payé. D'avoir envie, voilà. De ne pas pouvoir, d'attendre un Tintin à 30 000 balles et tu dis c'est compliqué, ou qu'il soit dispo, parce que quand money is not an issue et que tu peux dire un truc à 30 000, le mec veut pas vendre et tu le payes 300, il va dire bon, vous m'avez fait une offre que je peux pas refuser. Bon bah voilà, c'est pas la même. Et ensuite, tu repasserais sur un autre kiff un peu plus inatteignable. C'est pour ça qu'on voit souvent que les gens commencent à avoir pas mal d'argent. Tu vois l'exemple de Pinot père. Bon, bah, à un moment ils vont dans l'art parce que l'art c'est plus de l'argent, c'est une accessibilité qui est vraiment très différente. Ah mais c'est sûr que quand tu as acheté ta belle voiture, ton avion et ton super bateau, qu'est-ce qui te reste? C'est sûr que aller sur la Lune. Tu vois, moi tous ces trucs-là, ça m'attire pas du tout. Tu vois, demain j'aurai 10 millions sur mon compte, 100 millions, un bateau, une voiture, etc. Ça ne m'apporte pas de bonheur. Moi, je sais que le next step ou projet, ce serait vraiment sur l'humain, sur l'humanitaire, rendre les gens plus heureux, quelque chose qui est finalement tu vas aider ton prochain. Mais avoir plus de choses matérielles, plus grand, plus beau, plus clinquant ou quoi, moi c'est pas un drive. Est-ce que tu peux me donner quelques métriques? Alors je sais pas, nombre de profs, nombre de collaborateurs, nombre d'abonnés, CA si tu le communiques, etc. Vas-y. Alors, donc effectivement, tu es sur un site de cours en ligne qui est regroupé en 5 univers. Je fais un peu ça pour expliquer. Pro, loisirs, bien-être, langue et jeunesse. Tu as à peu près 1400 cours et formations en ligne. On à peu près 350 experts sur le site. Donc on va dire qu'on a 200 partenaires et parfois on a un point de contact et il y a plusieurs experts derrière. Exemple, une TPE ou PME sur la bureautique ou sur le yoga. En termes de CA, c'est vrai qu'on ne mixe pas trop dessus, mais bon, soyons fous, allons-y. On a fait 3.3 l'année dernière, enfin à fin 2021. On veut faire 6 cette année, et là on est vraiment dans de la scalabilité. On va dire qu'on a mis longtemps à poser les bases, en même temps construire la plateforme et remplir le catalogue. Et maintenant, on est vraiment dans de la distribution et on commence à plus s'amuser et pouvoir scaler. Ouais, et puis il faut travailler la marque aussi, là, tu en parlais tout à l'heure. Exactement, il y a plein de sujets qu'on fait en même temps. En termes de salariés, on est à peu près 55 actuellement, répartis en pôles grosses, sales, product, tech, pédagogie évidemment, et G&A. Dans le G&A, on a finance, RH, DG, chief of staff. Donc voilà quelques métriques, et on a des bureaux à Paris, on est dans le centre de Paris à Bourse. On a quelques devs en full remote. On est passé au full remote pour les devs, et voilà. Pas d'international. En termes de bureau. En termes de formation. En termes de formation, on n'est qu'en français. Donc en français, pour nous, c'est France, Suisse, Belgique, Canada. Et ensuite, si on a encore un peu de travail avant de mettre une deuxième langue, de manière classique, hein, soit ce sera l'anglais, soit ce sera l'espagnol ou l'italien ou quelque chose comme ça.
c'est pas. Alors, tu as deux façons de le faire. Hein. Tu as enfin, tu as un M3 avec les sous-titres, mais ça c'est autre chose, c'est moins bien. Tu as deux façons de le faire. Tu as soit enregistrer une nouvelle vidéo, soit un doublage. Vous pourriez envisager un doublage? Alors, je parle pas d'Excel dans lequel il faut qu'il y ait le truc en français et compagnie, ça c'est compliqué. Par contre, pour un cours de salsa, par exemple, un cours de cuisine, tu pourrais envisager un doublage. Il faudrait un doublage pro, en fait. Ouais, non, alors, pro, de toute façon, si on double, faire pro, évidemment. Si on ne voit pas la personne ou qu'on voit pas trop la personne à l'écran, comme, tu vois pas les lèvres de la personne, comme facile, peut-être de la salsa ou du yoga, c'est pas gênant. Et la personne ne le voit même pas. Je trouve que, même pour un doublage bien fait, c'est compliqué. T'es quand même en auto-formation, t'es quand même derrière un écran, donc même si tu n'as pas enfin, non, il y a plusieurs freins. Après, si tu doubles façon pro, façon série télé, ouais, la sauce risque de coûter plus cher que le poisson, quoi, parce que si tu te rends compte des acteurs et tout ça, c'était compliqué, quoi. Pour moi, en fait, t'as deux freins. C'est que tu sais quand même que la personne n'est pas de ta langue. Donc, pour créer le contact, c'est plus compliqué. Et en fait, là, quand on parle de doublage, on pense à un cours qui est purement une personne face cam. Le truc purement une personne face cam, on n'en fait plus des cours comme ça. Peut-être qu'il nous en reste, mais on n'en fait plus. C'est-à-dire que si moi, tu me parles pendant un quart d'heure face cam, je vais décrocher. Donc en fait, j'ai besoin d'incrustation avec des chapitres qui défilent, j'ai besoin de schémas, j'ai besoin de qui sort d'un storyboard, j'ai besoin d'explications. Et en fait, tout ça, faudra le refaire dans une autre langue. Donc, c'est peut-être pertinent d'effectivement redémarrer et d'être totalement dans une autre langue. J'ai une critique par contre. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi vous n'avez pas de wishlist? Je l'ai pas trouvé en fait. Mais très bonne critique parce qu'elle devait sortir et puis elle était retardée pour je sais pas quoi. En plus, je crois. Donc c'est dans les cartons là. Mais ça a pas été exactement. Ouais. D'accord. Tu viens de l'e-learning de Groupon. On voit que la vidéo explose. Elle explose à tous les niveaux. Je t'ai dit tout à l'heure que ma femme était plutôt maintenant en vidéo que Marmiton à l'époque où tu lisais quelque chose. On voit que par exemple TikTok, même si YouTube existait, même si Facebook, etc. et les stories, TikTok ça a explosé, c'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce qui se passe avec la vidéo? Et c'est ma première question. Et ma deuxième, est-ce que tu sens que dans ton métier ça peut évoluer? Comment ça va évoluer en fait? Techniquement, dans 20 ans ou dans 10 ans, ça sera quoi l'e-learning? Alors, déjà, pour maintenant, 3 réponses. Premièrement, oui, la vidéo est très puissante. Oui, la vidéo est le média riche en e-learning et donc, on peut pas s'en passer. Et c'est essentiel et ça fonctionne très très bien. Deuxièmement, la vidéo, on est habitué de plus en plus, avec Netflix en premier lieu, avec même les Insta, TikTok qui font des choses quali, à de la production de qualité. Et il y a de plus en plus de professionnels dans les vidéos auxquelles on est exposé au quotidien. Ça veut dire que oui, vidéo, mais il faut vraiment en permanence step up. Ça veut pas dire de passer juste de 720p à 1080 à 1920. Ça veut dire tout. C'est-à-dire dans le grain, dans la lumière, dans la prod, dans les interactions, dans le nombre de caméras, dans les incrustations, dans le dynamisme et la rapidité. Il faut s'améliorer. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, la vidéo n'est qu'une composante de la formation. Il faut que ce soit enrichi, il faut que ce soit contextuel, il faut qu'il y ait un quiz, une fiche récap, un exercice, il faut qu'il y ait des projets à faire. Si c'était juste de la vidéo, les gens décrocheraient. Et dernièrement, je rajoute un quatrième, tout ça c'est bien, mais tout ça ne vit pas, ne marche pas si c'est pas dans un très bon écran qui est le produit. Et en fait, le produit, c'est quelle est ta plateforme UX, UI, où tu vas vraiment suivre ta formation. Et nous, là, on a envie d'aller plus loin. C'est vraiment que le produit Skilleos devienne un coach virtuel. Donc, en fait, l'objectif depuis le début, qui se matérialise plus, c'est que ce soit au final que toi, Fred, quand t'apprends, tu sois assis sur ta chaise et motivé, mais c'est tout.
et finalement on t'accompagne, et que ce soit ok, quand est-ce que tu apprends le mieux? Moi j'apprends le mieux le jeudi matin, je suis dispo de 8 à 9. Ok, alors voici un widget, tu vas le mettre dans ton agenda. Comment tu veux qu'on te rappelle, par SMS ou par mail ou par push, si tu apprends sur ton app, et c'est à nous d'un petit peu le deviner, de la gamification, du mail qui te rappelle au bon moment, qui te félicite, qui te fait revenir. Et en fait, la métaphore que je vois aux équipes, c'est vraiment un peu comme un coach sportif qui est derrière toi et qui va dire bravo, continue, c'est pas bien, réveille-toi, arrête, reprends. Et donc, il faut que le produit, la plateforme, la technologie, et donc l'IA en l'occurrence, fasse que ce soit ça l'avenir pour beaucoup toi. plus facile à apprendre. Ça, c'est l'avenir. Il est proche. Ça, c'est l'avenir proche. Ensuite, ensuite, c'est peut-être aussi le côté bootstrap et terre à terre ou terrien, je ne sais pas. Tout ce qui est plus réalité virtuelle, casque, etc. Je pense qu'il y a des très très grosses et puissantes manières d'apprendre qu'on verra dans les prochaines années, sur lesquelles Apple travaille notamment, pas sur le e-learning, mais sur en termes de technologie, mais sur lesquelles il faudra embrayer. Mais tu vois, par exemple, tu joues au tennis, moi aussi. On prend le cas du sport, par exemple. Alors le tennis, c'est vrai que en termes de montre, en termes de soi, c'est pas le sport où il y a pas mal de choses, il y a pas grand chose. Il y a raquette connectée, c'est pas génial, etc. Par contre, en course, moi je voulais me remettre à la course. J'en faisais plus jeune, et tu vois, la course, c'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux t'initier à la course avec une application, elle va te dire voilà, aujourd'hui on va courir 20 minutes. Allez, accélère, ralentissez, accélère. Et comme il y a des capteurs, allez, on marche 3 minutes. Et c'est cette interactivité qui fait que finalement, tu commences à progresser en souffle et que tu commences à progresser. C'est vrai que c'est ce qui se manquerait peut-être sur des solutions comme la vôtre, mais ça va arriver parce que tu parles d'IA, etc. Savoir peut-être que, ouais, effectivement, à un moment, si tu es meilleur le jeudi matin, il y a plein de choses pour savoir, pour capter. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu les trois choses des nouvelles et dont je t'ai parlé, c'est avoir que Skilleos, le produit Skilleos, soit un coach virtuel pour t'accompagner, t'aider, te motiver et faire que il y ait moins de drop et que t'ailles plus loin. Cette pédagogie par projet rend le learning by doing rend ton apprentissage plus concret et ensuite te fait pratiquer au fur et à mesure. Et ce social learning, c'est toujours plus sympa et motivant d'apprendre avec d'autres humains, d'apprendre avec tes pairs et ensemble de transpirer et de célébrer des victoires. Comme la course, si t'as un groupe, tu vois, je te fais le parallèle. T'as le coach qui te rappelle le jeudi matin, je t'attends bien Fred ce soir à 19h. Il y a plus de chances que tu viennes. Tu retrouves des amis avec qui tu as un commitment et avec qui tu as du plaisir, social learning, il y a plus de chances que tu viennes. Tu fais un projet, tu as un commitment, on va faire un 10, un 15, un 20 km, et c'est à telle date, et on se prépare, et on bouffe, et on s'entraîne, et on fait attention, et blabla, et blabla. Il y a plus de chances que tu le fasses aussi. Donc en fait, le parallèle avec le sport est très vrai, et donc ces trois éléments, je les reprends avec le sport. Il y a beaucoup plus de chances que tu finisses, que tu prennes du plaisir, que tu ailles plus loin et que tu décroches pas. Allez, on passe aux questions perso. Yes. À titre perso, toi, justement, est-ce que tu suis beaucoup de formations sur Skilleos? Est-ce que tu es un peu, justement, à vide de formation? Bien sûr. Je suis des formations, mais pas exclusivement, parce que j'écoute aussi pas mal de podcasts. En fait, assez simplement, quand j'ai besoin, ça va être différentes choses que j'ai besoin d'apprendre, ça va souvent être sur Skilleos. Et quand je vais être dans d'autres moments où je peux pas être devant l'ordi, comme par exemple aller faire un running, à ce moment-là, je vais être sur du podcast. Le podcast va être moins formatif pour moi, moins sur la formation, mais va être plus inspirationnel. Et je pense que si j'avais un job offline, physique, restaurateur, BTP ou quoi, je serais peut-être content de me dire je rentre, je suis au chaud, je me pose sur mon canapé, il y a des choses que j'ai envie de faire, que ce soit Excel, de l'anglais, de la guitare, hop, je me pose. Donc tu as aussi le complément par rapport oui, puis après tu n'as pas un taux d'écoute, tu n'as pas une oreille qui peut durer plus de tant d'heures. À un moment, il faut que tu partages ça effectivement avec Netflix, Spotify peut-être, etc. C'est quoi une journée type, c'est toi? Journée type, y a pas vraiment de journée type, bien ou pas bien. On va dire que
il y a des routines hebdo au boulot avec des team weekly le lundi matin, avec un codir le mardi matin, avec des weekly one-to-one avec l'équipe. J'essaie de passer le plus de temps possible à créer de la valeur et à pas juste se faire de la réunionnite ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas de routine, ou quand j'essaie d'en établir une, elle tient pas toujours tant de temps. J'avais fait un moment le Miracle Morning. J'avais trouvé ça très bien. Je me sentais bien, c'était super. Puis finalement, tu fais un foot qui termine tard, t'as un dîner un soir, t'as un rush de boulot et ça te casse un peu rapidement ton Miracle Morning, que je trouve un truc super, mais pas à faire de manière jusque boutiste. Tu vois, la baseline du bouquin, c'est Why do I get up every morning at 5? Bon, c'est un peu le claim américain pour vendre. Pour moi, il faut juste se lever 1 heure plus tôt et prendre du me time. Et à ce moment-là, je trouve que c'est génial parce que t'arrives au boulot, t'es relax, t'arrives à l'heure, t'as vu d'autres choses, t'as appris des choses qui sont sur un scope totalement différent selon tes lectures du dev perso ou ce que t'avais envie de faire le matin. T'es relax, tu cours pas. Je le recommande chaudement. Moi, j'ai fait ce Miracle Morning, mais c'est un Miracle Work. C'est un Work Morning parce que, si tu veux, je me suis dit, écoute, va plutôt au bureau le matin. Donc, je me lève, moi, c'est à peu près 6h moins, c'est 5h45 quasiment tous les matins. Ah ouais, c'est chaud. Et en fait, pour te dire, bon, allez, j'arrive au bureau tôt. Comme ça, je pars tôt. Le fin de l'histoire, c'est que je pars pas plus tôt. Par contre, il y a quelque chose qui est génial, c'est que tu arrives le matin, tu peux faire autre chose, par exemple de la formation, tu peux te former sur Skilleos, par exemple, le matin pendant 1 heure, 1h30, si c'était le cas ce matin, où j'ai fait une formation ce matin, et il y a personne qui arrive, à partir de 9h, les équipes arrivent, et tu commences à travailler. Ouais. Mais ça signifie que quand tu commences à faire ça, et que, en fait, cette heure-là ou cette heure et demie que tu te lèves plus tôt, tu peux pas tu peux pas faire non plus de footing à côté. Très vite, tu prends goût à venir travailler tôt. Et moi, j'ai l'impression que quand je viens plus tôt, quand je viens tard, quand je viens à 8h, par exemple, j'ai fait quelque chose de mal. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, t'as un petit côté culpabilisant, quoi. Ouais, et après, tu te dis, putain, alors tu arrives, c'est 7h du soir, tu dois rentrer, tu te dis, j'ai pas eu le temps de terminer. Donc, le lendemain, tu vas plus tôt pour terminer la veille. Ouais. Parce que moi, j'essaye de faire aussi du inbox zéro. Donc, j'essaie que le soir que je parte, j'ai pas de mail. Et pourtant, moi, tu vois, c'est marrant, ce Miracle Morning. Moi, je le ferai dans un autre cadre. En me disant, je le fais chez moi, je le fais dans un café, je le fais dans mon jardin, je le fais autrement. Comme ça, j'ai ça. Et ensuite, j'arrive au travail et comme ça, je suis dans des environnements spatiaux, on va dire, différents pour un peu plus séquencer, rythmer et pas te dire, finalement, je suis assis 11 heures de suite à mon bureau, même si j'ai fait des activités différentes. Je trouverais ça assez sympa. Alors, j'ai interviewé, il y a pas mal d'épisodes de ça, il y en a une trentaine, quelqu'un qui s'appelle Philippe Bourguignon. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Il a dirigé le Club Med, il a dirigé Euro Disney par exemple. D'accord. Il a été 3e ou 4e du groupe Accor. Enfin voilà. Et c'est un gars il a dirigé Davos aussi avec tous les chefs d'État, etc. Et il te dit que finalement le travail, c'est pas le nombre d'heures en fait. Et ça sert à rien. À un moment, il y a un effet pervers. Plus tu vas faire d'heures, et à un moment, tu vas moins bien travailler. Il faut prendre du temps pour soi. Et moi, je suis pas arrivé encore à le faire. Parce que pour moi, malheureusement, je pense qu'il y a une corrélation entre le travail, le chiffre d'affaires, etc. Et ce recul-là, j'ai du mal je sais pas ce que t'en penses, j'ai du mal à le faire en fait. À se dire, voilà, moi, je prends 3 heures pour aller jouer au golf, par exemple. Bon, je joue pas au golf, mais au tennis. Moi, je pense qu'il y a peu de gens qui le disent parce qu'il y a peu de gens qui sont arrivés à le faire. Et en fait, à un moment, t'as en même temps les hard skills et t'as en même temps développer assez de méthodos pour être assez productif, assez bon et arriver à condenser ton travail et à très bien t'organiser. Donc, faut être en même temps avoir du hard, faut s'autoriser à le faire, ce qui est pas toujours facile dans nos cultures, et faut avoir les méthodos pour te dire, là, je suis en train de déborder, là, ça sert à rien, là, je dis non, là, je me suis aménagé des espaces. Donc, je pense qu'aussi, pour arriver à le faire, faut d'abord prendre ce temps, un peu plus de temps, pour
faire ce travail de méthodo et d'organisation et ensuite arriver à faire les choses. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer? Quelle boîte connue j'aurais aimé créer? Alors, j'ai pas de boîte en tête, mais j'aime beaucoup les modèles. Les modèles, en tout cas, un peu à la Tupperware, où finalement, chaque contributeur est entrepreneur. Et je trouve que c'est hyper impliquant et motivant. Et en fait, tu donnes à chacun la possibilité d'être entrepreneur. S'ils le font pas, t'es pas derrière eux. Il y a pas de problème. C'est une sorte de pyramide, honnête, mais c'est une pyramide, quoi. Ou même si c'est pas forcément modèle pyramidal, mais modèle où chacun est finalement un petit peu tentaculaire, honneur de son business, ouais. Ouais, c'est bien, c'est une belle réussite, ouais, c'est vrai. Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler? Quel personnage entrepreneur connu, ou pas, hein? Ouais, et ben je vais répondre pas entrepreneur, je vais répondre Martin Luther King. Je trouve que le mec est grand homme, hein, est passionné, qui a un combat qui est noble et qui est assez fou, et qu'il est pas, justement, pour avoir lu d'autres bios, par exemple celle de Mandela, il est pas jusqu'au boutiste, comme un Mandela qui a refusé pendant plus de 20 ans de sortir de prison parce que ça correspondait pas à l'image, au combat, etc. Ce que je trouve beau, mais ce que je trouve effectivement très dur et pas forcément si facile, quoi. Un mentor? Un mentor, encore une fois, je n'ai pas qui vient en tête, mais j'ai une phrase du fondateur d'Auchan, je l'ai plus exactement en tête, mais qui m'avait plu. Miliez? Ouais. Le grand-père, on lui avait dit qui sont vos clients ou qui sont vos clients les plus importants. Et il avait répondu mes salariés. Et c'est vrai, ça m'avait plu un peu en mode humain, et j'ai mis un peu plus de temps à le comprendre quand j'ai eu un peu plus de salariés. Et c'est vrai qu'en fait, tu ne peux rien faire sans tes salariés, et c'est la plus belle récompense, retour. C'est une aventure que tu vis ensemble, quoi. Alors dans le même genre, à moindre échelle quand même, mais dans le même genre, j'ai interviewé aussi il y a très longtemps le patron de Bricorama. Ouais. J'ai un trou de mémoire, c'est Jean-Claude, je l'appelle Jean, mais je sais plus. Il faudrait que tu écoutes cet épisode parce qu'il a une sagesse, et c'est ce genre de phrase que tu viens de dire, que tu as cité de Miliez. Tout le podcast est fait comme ça. Et j'ai adoré cet épisode. D'accord. Et il faudrait que tu l'écoutes. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Un peu dans moi j'aime bien être dans du concret, j'aime bien avancer, et quand en fait on crée de la valeur. Et donc ce qui m'énerve, c'est quand on démarre des réus ou des choses où les choses sont pas carrées, on sait pas où on va, on sait pas pourquoi, et finalement que tu passes les premiers quarts d'heure de la réu juste à remettre les documents, à dire quelle est la problématique, où on va, est-ce qu'on a les bons stakeholders, etc. Et en fait, j'ai envie que tout le monde soit beaucoup plus vite, il faut aller plus vite. Plus vite, et surtout très structuré, en disant ok, voilà, c'est ça, c'est pourquoi on le fait, c'est comment on va, ce sont ces choses-là, et finalement que ce soit hyper concret, hyper simple. En patron, t'es cool? Faudrait demander à mes salariés, à mon codir. Je sais pas. Je crois et j'espère. Et les gens sont fidèles, et je crois sont plutôt satisfaits, heureux. Ensuite, je peux avoir aussi les choses qui me bug et qui m'énervent, et ils doivent dire que j'ai sûrement, je pense comme tous mes travers, quoi. Est-ce que tu pourrais me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué? Donc, autrement dit, des images, des photos professionnelles, hein, qui t'ont marqué, ouais. C'est un peu de choses que j'avais expliqué avant. Quand on avait monté Filigo, cette année à l'incubateur HEC, ça a été un gros switch of mind, finalement une grosse progression. Cette petite semaine, programme Google pour lancer une app, pareil, découverte du MVP, du Lean, et là on se dit tiens, on bascule vraiment du monde traditionnel, école de commerce, grand groupe, à un monde start-up, donc totalement switch of mind. Et
Et peut-être aussi la période scaling. On est vraiment en train de passer depuis peut-être cet été à peu près ou un peu avant de start-up à scale-up. Et on voit que les problématiques sont pas du tout les mêmes. On fait pas du tout les mêmes choses. On n'est pas en train on n'est pas en train de développer du biz, mais on est en train de faire énormément de bases, de poser énormément de bases, simplement dans la gestion des salariés, la marque employeur, les parcours de carrière sont des choses que je faisais pas du tout avant, et je me dirais non, mais attends, ça nous concernera quand on aura quelques centaines de salariés. Et en fait, ça arrive beaucoup plus vite, peut-être aussi parce que entre guillemets, le monde des startups se professionnalise, donc peut-être que ça arrive plus tôt maintenant qu'il y a quelques années, c'était des stades beaucoup plus avancés de boîtes. D'accord. Film ou série? Film ou série, les deux. Je suis assez. La dernière série, par exemple. Dernière série. Voilà, j'ai plus en tête. C'est un peu plus moins série. C'est un peu plus pour déconnecter, quoi. Pour déconnecter, pour reposer un peu le cerveau. Ça peut aller du très classique Friends, que j'ai pu regarder plusieurs fois, des films classiques que j'aime bien, comme La Cité de Dieu ou des choses comme ça. Ton bouquin sur ta table de chevet? Excellent bouquin que j'ai fini il y a pas longtemps, qui s'appelle, deux bouquins là qui m'ont plu récemment. Un qui s'appelle L'espion et le traître, qui est sur le plus grand agent double du KGB, qui était aussi pour le MI6, un espion qui s'appelle Oleg Gordievsky, et qui a potentiellement éviter une troisième guerre mondiale, en espérant qu'elle va pas arriver là. Très très bien. Et là, je suis en train de lire un bouquin vachement beau et inspirant qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui est une asso au Cambodge, qui a été créée par deux jeunes retraités il y a une trentaine d'années, dont l'un était avait fait sa carrière chez IBM et avait envie de faire autre chose. Et ils ont créé toute une école, centre, etc. pour les très très jeunes et très démunis à Phnom Penh au Cambodge, et sont des histoires qui sont hyper inspirantes, entrepreneuriales, humanitaires, douces, belles, etc. et qui me tentent pas mal. Allez, je te pose la dernière question du podcast. Yes. Alors, ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre, tu le connais parce que tu l'écoutes, je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette, les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Si tu pouvais résumer à peu près la combinaison, comment tu t'es fait, comment tu es devenu, quelle est ta combinaison? Alors, quels ingrédients ce serait moi, je dirais déjà pas mal d'éthique et d'honnêteté envers les salariés et les utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on peut être sustainable et garder un cap et pas se désavouer. Pas mal de résilience, je pense. Est-ce que plus en bootstrap qu'en levée, je ne sais pas. En tout cas, pas mal de résilience. Avec le côté $1, ça vient d'un client. 1 euro, ça vient d'un client plutôt, et donc de pas le flamber encore en moment bootstrap. Et autre ingrédient, c'est effectivement faire le plus possible des choses répétables. Donc pas se laisser. On a pu aller sur des deals qui finalement n'avaient pas vraiment d'intérêt, mais par exemple sur la production des cours, on n'a jamais produit un cours pour quelqu'un qui n'a pas été sur la plateforme. Alors que y en a qui disent ok, là il y a un chèque, il y a une opportunité, ça me plaît, j'y vais. Dans ce cas-là, on a fait par exemple des cours pour une école, pour un groupe d'écoles, on a fait moins cher pour eux, ça leur allait, ça a pu nous préfinancer des cours, faire des cours très quali, impliquer des experts et avoir ces formations et un peu step up dans la manière de faire les cours et les avoir sur Skilleos. Donc finalement pas se dévier, garder son cap et se demander pourquoi on fait les choses aussi. Écoute Cyril, si on arrive à la fin, je te remercie. Franchement, c'était super. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Merci beaucoup. Non, franchement, c'était super. Relax. On a presque l'impression d'être l'un en face de l'autre. On a aussi la petite vidéo, même si il y aura que le son. Ouais. Et ça rend la chose beaucoup plus humaine et sympa. À bientôt. Merci beaucoup, Fred. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscules. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile
ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.